Parlons laïcité, une émission proposée et préparée par RERS. RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. C'est pourquoi chaque mois, nous nous retrouvons pour échanger autour d'un thème qui devrait nous permettre de cultiver et de développer notre liberté de conscience. Bonjour à tous et bonne année 2026. Ah oui, on est peut-être le 5 février 2026, mais c'est notre première émission de l'année, alors bonne année quand même. Oui, bonne année, puisque aujourd'hui nous allons parler d'un magnifique sujet. Mais avant de vous présenter le sujet, vous dire un petit fierté quand même, puisqu'on a eu les chiffres d'écoute de nos émissions de radio 2025 et on a eu plus de 2500 écoutes en ligne de nos émissions, donc c'est absolument extraordinaire. On dépasse largement l'écoute d'Evry-Courcouronnes, on dépasse même la France, on dépasse même l'Europe, puisqu'on est écouté à l'international, figurez-vous. Il ne se passe pas une journée sans que quelqu'un écoute nos émissions en ligne. C'est absolument extraordinaire, donc on en est très fiers. Mais revenons à ce jeudi 5 février, puisque nous sommes jeudi 5 février, accueillis encore par cette magnifique MJC Simone Signoret, et que nous remercions encore de nous accueillir pour nous parler d'un sujet qui va être laïcité et métier d'art. Et aujourd'hui, nous aurons pour nous parler de ce sujet notre invitée Maï Traoré, qui est proviseure et écrivaine. Bonjour Maï. Bonjour. Elle va pouvoir nous parler de ce sujet. Comme d'habitude, vous avez à avoir la première heure de présentation. Mais aujourd'hui, Alain n'est pas là et est replacé par quelqu'un que vous avez déjà entendu, qui est Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour Jérémy. Voilà, Raphaël qui fera l'interview de la première heure de l'émission. La deuxième heure sera consacrée aux nombreuses questions-réponses du public qui n'hésiteront pas à venir. Tandis que la deuxième heure, nous aurons notre connaissance absolument extraordinaire qui nous vient d'un pays lointain, d'un monde lointain, d'un univers interdimensionnel, je crois. Notre magnifique Jean Cry. Bonjour Jean Cry. Bonjour. Voilà, Jean Cry qui fera comme à l'habitude des caricatures, qui nous présentera à la deuxième heure. Nous avons Sébastien aux manettes qu'on salue également et on vous dit bonne émission. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Bonjour Maï. Bonjour Raphaël. Alors aujourd'hui, on vous reçoit sur le thème laïcité et métier d'art. Mais avant de commencer et de partir sur le cœur du sujet, on aimerait savoir qui est Maï Traoré, celle que l'on nomme Madame la Proviseure, comme la Cité Publique Sénat, et surtout, comment êtes-vous tombée dans la laïcité ? Alors, je voudrais d'abord vous remercier et vous faire partager ma joie et le plaisir qui est le mien que d'être avec vous aujourd'hui et d'être sur cette antenne Parlons laïcité. Et donc, merci pour l'invitation. Alors, qui suis-je ? Waouh, vaste question philosophique. Je suis numéro 6. Je porte le dossard numéro 6 d'une fratrie de 9 enfants. Je prends mes sources et mes racines au Mali, à Bamako, la ville où je suis née, il y a maintenant plus d'un demi-siècle. Je suis une femme, il paraît, et cela questionne aussi sur le genre dans ce qui a permis de construire mon parcours de femme, de jeune femme, puisque je quitte mon Mali natal, ma ville natale Bamako, à l'âge de 7 ans, pour venir ici en France, le pays où ma mère a eu la nationalité française de par sa naissance, parce que mon grand-père est né français. Et donc, nous sommes français dans la famille par cette filiation-là. Et avec la double nationalité malienne et française, me voilà donc sur le territoire, sur le sol, dans le département 92, où je vais faire mes écoles. Et cela ne s'invente pas. Nous sommes inscrits, tous les enfants, à l'école primaire Jules Ferry. Et comment je suis tombée, donc la deuxième question, comment je suis tombée dans la marmite, dans la laïcité ? Eh bien, je ne suis pas tombée dans la laïcité par hasard. J'y suis arrivée de manière progressive et de manière vraiment obligatoire, je dirais, imposée à moi, la laïcité, parce que c'était une condition de survie intellectuelle et d'émancipation, je viens de le dire, de ma condition de femme. Et
la laïcité va me sauver. Elle va me permettre de m'emparer de ma totale liberté, de mon intellect, de ma conscience et, je vais aller plus loin, Raphaël, de mon corps. Et donc de m'émanciper de ce corps-là, de corps de femme et de femme noire. C'est d'autant plus intéressant parce que la laïcité, pour beaucoup de gens, a cette grande problématique, et on y reviendra aussi dans des questions futures, sur effectivement beaucoup d'interdits. Comment on peut se sentir sauvé par la laïcité, ou du moins se sentir accompagné. Est-ce que cette laïcité, ça vous a permis de comprendre des droits supplémentaires, que vous étiez comme tout le monde ? Est-ce que vous auriez un exemple ? Oh, j'en ai des tas d'exemples. Oui, la laïcité m'a permis de comprendre que j'avais, moi, le droit, en tant qu'individu, en tant que fille, en tant que femme, encore, je le dis tout à l'heure, de m'émanciper, mais d'avoir la liberté de croire ou de ne pas croire, de suivre et d'avoir ma liberté de conscience propre, qui n'est dictée par aucune religion, par aucun dogme, et encore moins par une communauté ou une société qui me l'impose. Puisque ma vie, c'est aussi un partage entre deux cultures, entre deux pays. Je l'ai dit, la France, le Mali, mais deux mondes différents, deux continents. Le continent Afrique n'a pas du tout connaissance de ce qu'est la laïcité. Lorsque moi, je nais sur le territoire, on est sur un dogme. On est porté par une communauté, et surtout lorsqu'on est dans le corps genré des femmes, on est tout de suite assigné, étiqueté. Moi, souvent, je le dis, je suis née avec une étiquette sur le front. Mais je vais vous faire une petite anecdote et je reviendrai à la question. Alors, des fois, je suis très bavarde, mais je pense que vous le savez, les proviseurs sont très bavards. Lorsque moi, je nais à Bamako, au Mali, je suis de l'ethnie Peul. Et chez les Peuls, on a tendance, parce que c'est une tradition, parce que c'est une coutume, que de vous mettre un petit fil à la patte. En général, on vous met un petit fil à la cheville droite. Donc c'est un petit filet. Alors souvent, il est de couleur rouge. Donc comme quoi, on n'a rien inventé entre la couleur rose des filles et le bleu des garçons. Donc elle est rouge. Et on vous attache ça à la cheville droite, ce qui prouve déjà que vous êtes une fille. Parce que le garçon, lorsqu'il naît, il n'a pas ça. Déjà. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le petit fil rouge à ma cheville me prédisposait dans une tradition à être la future épouse d'un cousin, d'une personne dont les liens sont plus ou moins étroits avec ma famille et dont je suis déjà la promise. Voilà comment ça se passe. Et on est dans les années 60, 70, ce que je viens de vous dire là, voire même dans les années 80, 90. Ce sont des choses qui se perpétuaient encore, non pas dans la capitale, dans les grandes villes comme Bamako, Dakar, Abidjan ou Nouakchott, mais dans des régions reculées. Et cette tradition-là, cette manière de faire, vous assigne et vous pose. Et ensuite, vous avez épousé la religion de vos parents, de votre communauté, de votre société, et vous ne pouvez en aucun cas vous en extraire, sinon que d'être accusé d'être une paria, que d'être accusé de ne pas être une bonne musulmane, par exemple, parce que vous n'aurez pas appris parallèlement à l'école publique républicaine et laïque, l'école coranique, où on vous obligeait aussi à apprendre le Coran. Donc ça veut dire que vous étiez éduqué, vous étiez élevé dans cette vision-là. Et cette vision-là, il a fallu à un moment donné s'en extraire les uns les autres, et ce n'est que la laïcité qui peut permettre cela, puisque c'est le principe fondamental qui garantit nos libertés les plus fortes, mais notre liberté de conscience surtout. Et c'est par ce moyen-là qu'il faut aussi qu'on arrive petit à petit à construire et à ce que ce principe qui nous garantit puisse être à jamais préservé et protégé. Vous avez dit quelque chose qui est aussi très intéressant en tout début, parce que on vous présente, Maï, et vous êtes proviseur. Oui. Et avec tout ce parcours-là, comment, en tant que proviseur, et notamment dans vos établissements, dans votre établissement scolaire, quel est votre rôle concret dans justement cette garantie du principe de laïcité au quotidien ?
Alors, de manière très concrète, moi, effectivement, on m'appelle Madame la proviseure parce que j'incarne ma fonction. J'ai toujours voulu être proviseure. Depuis que je suis rentrée à l'université, à Paris 4, à la Sorbonne, pour faire des études de lettres, et en apprenant le latin et le grec en arrivant ici en France, langue que je ne connaissais pas du tout. Et donc, contrairement à mes autres camarades qui ont pu le faire, eu la chance d'apprendre cela en seconde ou en première terminale, moi, je découvre ces langues à l'université, à Paris 4, Sorbonne. Et tout de suite, en lettres modernes, on m'orientait en disant professeur. Puis je me suis dit très bien, professeur, mais après professeur, qu'est-ce qu'il y a comme débouché? Et donc tout de suite, j'avais moi une idée absolue qui m'a portée, qui continue de me porter, c'est d'être proviseureux, parce que c'est vraiment être au cœur de ce qui se passe au sein d'un établissement scolaire, mais c'est surtout être celle qui décide pour être celle qui agit. Je n'ai pas de gêne à dire que j'aime le pouvoir, je n'ai pas de gêne à dire que je suis ambitieuse, et je suis ambitieuse. Mais l'ambition sans objectif d'aider, de porter et d'incarner, de valoriser n'a pas de sens. Ça devient juste du pouvoir pour du pouvoir. Donc la mission des chefs d'établissement, la mission de proviseur, elle est pour moi sur des rôles multiples, mais je vais vous en citer juste 3 dans le cadre de la garantie, ce qui peut garantir la laïcité au quotidien au sein d'un établissement scolaire. C'est d'abord un rôle de cadrage. Un cadrage qui rappelle la loi qui nous protège. Donc, vous connaissez tous cette fameuse et belle date du 9 décembre 1905. Mais je rappelle aussi que depuis 1882, l'école est laïque. C'est la République, elle, qui va devenir effectivement laïque le 9 décembre 1905. Et donc, mon rôle est de permettre aux élèves, aux enseignants, au personnel non enseignants aussi, parce qu'on les oublie, aux parents, que le cadre de la loi est là et le rappel de ces règlements et de ces principes sans jamais avoir à faiblir, sans jamais avoir à être dans un doute ou dans un flou. J'aime pas du tout quand c'est flou, j'aime quand c'est assez clair. C'est que la laïcité n'est pas négociable. Elle s'explique, elle s'apprend, elle s'étudie, mais elle n'est pas négociable. Ça, c'est le rôle premier. Ensuite, il y a un rôle de pédagogie permanente pour moi. Cette pédagogie permanente, c'est-à-dire que la laïcité, elle n'est pas innée forcément dans l'esprit de tout un chacun, dans les établissements scolaires, ce n'est pas quelque chose d'inné. Elle va se construire par le dialogue, par les échanges. C'est une loi, elle est posée, elle ne se discute plus. Mais on peut quand même y travailler, y dialoguer, y discuter, puisque je rappelle encore une fois qu'il faut, c'est la pédagogie, c'est l'art du recommencement, et que la pédagogie, c'est quand même le lieu où on va permettre à l'autre aussi de s'exprimer et de dire les choses sans être forcément dans « yaka faucon, c'est que comme ça » et dogmatique, ça ne marche pas. Donc ça, c'est le deuxième point, cette pédagogie permanente qui me porte également. Et enfin, un rôle de protection. Lorsqu'on est proviseur, on doit protéger les personnes, les élèves, les professeurs et le bâtiment dans lequel nous devons être en apprentissage. Donc cette responsabilité de sécurisation, elle est fondamentale. Et donc elle permet justement que lorsqu'on se sent safe, lorsqu'on se sent en sérénité, lorsqu'on se sent en sécurité, eh bien, on peut parler librement, on peut apprendre librement et on peut avoir cette liberté de conscience que tout un chacun et chacune, y compris celle de ne pas croire. Et c'est ça, la laïcité. Donc voilà les 3 points au quotidien qui peuvent effectivement être un fil rouge dans mon travail. Vous avez parlé de cadrage, de pédagogie, de protection, et notamment dans ce cadrage, vous avez mentionné, enfin, vous l'avez mentionné sans le dire, mais j'ai entendu les AED, les AESH et tout cela. Exactement. Est-ce que ces personnes-là... Quand je dis personnel, non enseignant. Exactement. Mais j'ai déjà remarqué par le passé qu'il y avait toujours un problème avec ces statuts-là.
Oui. AED, donc les surveillants par exemple, parce que c'est Qu'on des appelait jeunes. avant surveillant surveillants généraux, pour ceux qui sont du siècle dernier comme moi, ou les pions, hein, voilà. Les Ça pions, peut, hein. les pions. Mais maintenant, on dit AED, assistant d'éducation. Eh bien, la question que je vous pose, c'est est-ce que les assistants d'éducation, c'est souvent en plus des étudiants, Des jeunes. voilà. Sont-ils formés à la laïcité quand ils arrivent? Est-ce que vous les formez? Vous avez mentionné pédagogie, par exemple. Oui. Est-ce que vous auriez des exemples ou même une idée de comment ça se fait? Alors, je dois dire que non, ils n'étaient pas formés du tout. C'est quelque chose qui se prend petit à petit corps au sein des équipes Valeurs de la République, qui s'emparent du sujet en leur proposant des formations, souvent sur leur temps de travail, en leur proposant des formations, soit alors obligatoires, dans ce cas ils doivent y aller, soit sur le cadre du volontariat. Mais moi j'aime bien souvent quand c'est obligatoire. Je suis souvent dictatrice à mes heures. Voilà, et ça fait pas de mal des fois, parce que quand on laisse souvent la porte ouverte en disant allez-y quand vous voulez, vous savez, il n'y a pas pire que lorsque souvent on se laisse aller, donc il faut toujours avoir un peu de tige, des tuteurs pour pouvoir évoluer et s'avancer. C'est une bonne dictature des fois. Bon, je ferme la parenthèse. Donc non, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a fort longtemps et qui a tendance depuis maintenant, je pense, 2020. C'est très récent, en tout cas sur l'Académie de Paris, à se mettre en place. Pour les autres académies, je ne pourrais pas me prononcer puisque je ne peux parler que de l'équipe Valeurs de la République de l'Académie de Paris, dont je suis membre, élargie, puisqu'elle est pilotée par l'excellente professeure d'histoire et géo agrégée, l'inspectrice pédagogique d'académie qui est Véronique Grandpierre, et qui mène un travail titanesque, hein, je veux le redire, un travail colossal au sein de l'Académie pour justement n'oublier aucun des personnels de l'Académie, donc les AESH, les AED dont on vient de parler, les infirmières, les médecins scolaires, dont on n'a pas souvent aussi parce qu'ils sont au contact d'élèves, les assistants sociaux, voilà, tout ça, les secrétaires de direction. Voilà. Je veux dire par là que dans un établissement scolaire, il y a énormément de métiers. On voit souvent que les enseignants, les proviseurs qui donnent souvent des punitions ou qui reçoivent pour donner les bulletins, pas que, ou les réunions de parents-profs, mais on oublie effectivement les gardiennes de loge, les agents de région qui font un excellent travail d'entretien des locaux, de nettoyage, des dégradations que peuvent subir certaines salles de classe, etc. Tous ces personnels font communauté éducative et donc sont membres de la communauté éducative et se doivent d'avoir aussi accès à ce qu'est la laïcité, en tout cas à la parole de la laïcité et à la pédagogie de la laïcité et à l'application de la laïcité au sein des établissements scolaires et ne plus seulement avoir que des œillères et se dire « je ne suis pas professeur d'histoire et géographie », on en reparlera, et ce n'est pas mon sujet. Mais si, en fait, c'est le sujet de tout un chacun. Et c'est par l'exemple dont je vous parlerai tout à l'heure que moi, je suis amenée à ce que les enseignants qui ne sont pas professeurs d'histoire et géographie de mon établissement scolaire puissent s'emparer véritablement de cette question de la laïcité, s'en saisir de manière non pas obligatoire, mais de manière vraiment sereine, engagée, normale, en fait. Effectivement. Donc, ils sont formés, mais de manière, je dirais, pardonnez-moi, je vous ai coupé, ils sont formés pas comme moi je le souhaiterais. Je pense qu'il faudrait encore un peu plus de formation, mais j'en appelle au budget là, qui vient d'être voté, je pense qu'on peut réclamer quelques sous. Pour vous dire, on en avait parlé dans une précédente émission avec Yanis Roder, donc vous pouvez aussi vous appuyer sur lui. Ah ben voilà. Alors, l'excellent Yanis Roder. J'ai quelque chose, effectivement, j'ai une question qui me taraude là à l'esprit. Effectivement, vu que c'est métier d'art, laïcité, métier d'art, qu'est-ce que les métiers d'art et quel lien, d'ailleurs, peut-on faire entre laïcité et métier d'art? Eh bien, il n'y a pas de limite, en fait. Il n'y a aucune limite. Moi, personnellement, je ne me pose aucune limite. Je laisse ça aux censeurs, messieurs et mesdames les censeurs. Je leur laisse faire leur travail et moi, je fais le mien. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour assurer qui que ce soit. Je suis là pour vivre ma vie et avancer avec mes valeurs et mes convictions profondes, tant que cela ne fait de mal à personne. Ça, c'est très important. Alors, les métiers d'art, ce sont les métiers de la main, surtout.
Ce sont les métiers de l'intelligence manuelle, comme mes professeurs aiment à le dire. Ce sont les métiers sensibles. Ce sont les métiers du temps long. Par exemple, pour construire un panneau de vitrail, sur l'emploi du temps d'un élève dans mon lycée, que ce soit en certificat d'aptitude professionnelle CAP, un brevet de métier d'art, les élèves ont sur l'emploi du temps, quasiment sur les 29 heures de leur semaine, plus de la moitié en atelier pour réaliser des panneaux. Donc ça veut dire quand même en semaine, 4 heures voilà, bien pleines le matin, avec un peu de musique en fond sonore, pour essayer d'avancer sur son labeur, sur son temps, sur sa création. Et donc la matière que nous, on travaille, c'est le verre. Le matériau vert dans mon lycée. C'est une matière qui est à la fois solide, qui est à la fois fragile, mais qui est assez puissant et qui demande de la rigueur et qui demande aussi d'être extrêmement humble, mais permet de mettre en place cette passerelle de transition entre justement les métiers d'art et la laïcité. Alors, ce qui unit laïcité et métiers d'art pour moi, c'est précisément cela. C'est-à-dire que je vais prendre le prétexte de la création d'un chef-d'œuvre dans le cadre du référentiel du certificat d'aptitude professionnelle de mes élèves, donc dans leur formation qui est diplômante, diplôme d'État, pour les amener dans cette réalisation à ne plus être dans l'abstrait, mais à être véritablement dans une forme concrète de ce qu'eux-mêmes ont comme représentation de la laïcité à travers la réalisation de ce panneau de vitrail. Ce panneau de vitrail, il sera évalué par un jury, il sera noté, mais il aura pris naissance par rapport au 9 décembre. Donc, en début d'octobre, en général, on reçoit de l'Académie de Paris la thématique de cette année. Par exemple, cette année, c'était les 120 ans. Vous avez constaté que notre laïcité, elle est jeune, elle est belle. 120 ans, quelle jeunesse, quelle vigueur encore. Et donc, les jeunes qui ont voulu incarner cette thématique dans le cadre de leur chef-d'œuvre, ce sont certains emparés de l'esprit, par exemple, de Charlie. Certains ont pris des dessins de Charb. Certaines jeunes femmes, jeunes filles, puisque j'ai des élèves qui vont de 15, 16 ans, 17, 18, 19 ans, même 20, 22, 23 ans, puisqu'elles reviennent après des études universitaires pour faire un CAP, ou même après leur DNMAD, Diplôme national des métiers d'art et du design, matériaux verts donc. Le meilleur de Paris se trouve à l'école du verre de Paris, Lucas de Néou. Ce matériau vert donc, leur est un prétexte pour revenir donc, à la laïcité et métiers d'art, pour véritablement s'emparer d'un sujet et s'emparer de sa conscience et de sa pensée d'élève. Et ne plus du tout écouter ce que l'enseignant, le référentiel exige de faire, ou les inspecteurs, ou les corps d'inspection, ou même le chef d'établissement va vous dire c'est comme ça qu'il faut avancer. Non, je fais ma représentation par rapport à une thématique qui est donnée, que j'associe à une pédagogie en respectant effectivement les attendus du diplôme. Ça, ce n'est pas négociable, d'où la rigueur dont je parlais. Et cette rigueur va m'amener aussi à faire preuve de créativité. C'est-à-dire que je pense par moi-même. Je n'attends plus du tout d'avoir des ordres et des choses à exécuter. Et si vous voulez mon avis, c'est la meilleure façon et la manière la plus fantastique pour un élève de 15-16 ans en apprentissage, dans un métier dur, manuel, que de pouvoir se dire, mais je suis la main qui travaille, mais je suis aussi la main qui agit et qui pense. Et donc, je vais associer ces deux choses-là pour arriver à présenter à mon jury d'examen mon chef-d'œuvre. Parce que le terme chef-d'œuvre n'est pas inventé par moi ni par le lycée, c'est quelque chose qui fait partie prenante de ce qu'est le référentiel du certificat d'aptitude professionnelle est attendu par le diplôme. Ça me fait penser à une petite phrase, c'est tout à fait anodine, c'est le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Absolument. Voilà. Absolument. Et pourquoi ça me fait penser à cela ? C'est parce que, comme vous l'avez dit, c'est un prétexte. Oui. Il est de coutume de voir des jeunes, notamment au lycée, prendre leur conscience en main. Vous avez parlé des vitraux, l'art des vitraux. Comment vous alliez, par exemple, laïcité et vitraux, sachant que bon nombre de personnes pensent que, notamment d'une, la laïcité, c'est le rejet du fait religieux, mais qu'en plus, les vitraux est tacheté de cette sphère religieuse. C'est très connoté, puisque ça se trouve
majoritairement dans nos églises. Majoritairement. Je rappelle une petite parenthèse que la France est le pays où en plus grande superficie de vitraux. Par rapport, tout le monde a souvent tendance à passer à l'Italie ou même à l'Allemagne, mais c'est la France en fait qui est le pays où en surface vitrée, dans des bâtiments, que ce soit dans les hôtels particuliers, que ce soit dans nos merveilleuses institutions républicaines, on trouve des vitraux partout. Chez les particuliers, on en trouve, je viens de le dire, mais lorsque vous voyez certains grands bâtiments haussmanniens dont on parle souvent, à l'intérieur, dans nos mairies, par exemple. J'invite tout un chacun des auditeurs à faire un petit tour dans des endroits un peu cachés des mairies. Quelles que soient les mairies, vous avez du travail, de la vitrerie, de la petite verrerie, mais vous avez des vitraux un peu partout. Et donc, c'est connoté, certes, puisque en plus diriger un lycée qui travaille les vitraux, on va dire, mais elle veut mettre laïcité et vitraux, elle veut mettre laïcité et métier d'art parce qu'elle veut peut-être mettre en avant qu'elle n'est pas forcément dans une religion, mais pas du tout. Mais pas du tout. C'est légitime de le penser d'extérieur. Mais j'invite du coup les auditeurs à aller sur le site du lycée ou à venir nous visiter à nos journées portes ouvertes. Je ferme la parenthèse. Et donc, nos formations sur l'art du vitrail va chercher beaucoup plus loin que cela. C'est-à-dire que nous allons nous plonger véritablement dans tout ce qui fait notre culture, notre patrimoine. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que le patrimoine de la France, c'est d'une richesse absolue. C'est une exception culturelle française. On a souvent tendance à l'entendre lorsqu'on parle du cinéma. Mais moi, j'aimerais bien qu'on l'entende lorsqu'on parle des vitraux, lorsqu'on parle des métiers d'art. Les métiers d'art, c'est une exception culturelle française. Là où l'engouement a commencé, c'est malheureusement lorsque nous avons tous assisté au drame de Notre-Dame qui a brûlé. Cet incendie et lorsque moi, à l'époque, je me trouvais dans le lycée Victor Hugo et de là où j'étais, je voyais là, parce que c'est pas très loin, donc j'ai vu la flèche tomber de mes propres yeux, c'est quelque chose qui est très fort, qui est très marquant. Donc là, on voyait partir dans la fumée, dans les cendres, avec une douleur qu'on ne pouvait pas exprimer, un patrimoine puissant, et qu'est la cathédrale Notre-Dame de Paris, internationalement connue. Et là, je ne parle pas du tout d'église et de religion, je vous parle d'une culture, je vous parle d'un patrimoine, je vous parle de savoir-faire. D'ailleurs, pour ceux qui sont passés sur Paris et qui ont vu les travaux, le chantier, et qui ont pu aller voir, vous avez vu qu'il y avait les portraits de tous les corps de métier qui ont pu y travailler, que ce soit ceux dont on ne parle pas du tout, qui montent sur les échafauds, qui faisaient la toiture, ceux qui faisaient les réalisations, ceux qui faisaient les accrochages, etc. Et pour revenir à mon lycée, nous avons eu la chance qu'il y ait eu un élève qui a pu y aller faire son stage dans une entreprise et cette entreprise avait eu la possibilité d'avoir accès au chantier puisque c'est géré par le ministère de la Culture. Donc autant vous dire que ce n'est pas le ministère de l'Éducation nationale qui pilotait. Donc autant vous dire que c'est très culturel tout ça et que ça n'a rien à voir avec le religieux. Et donc certains élèves ont pu accéder, ont pu y travailler. Et c'est une fierté pour le lycée que d'avoir pu contribuer à la rénovation, qui n'est encore pas finie, de ce merveilleux chantier qui nous a permis aussi de mettre à la lumière ces métiers séculaires, un peu oubliés, ce métier difficile, mais ô combien valorisant qu'est l'art du vitrail. Vous avez cité aussi, donc, dans la verrerie, il y a notamment dans votre lycée le miroir de la laïcité pour les 120 ans de la loi du 9 décembre 1905 et d'autres œuvres de ce calan pour louer la laïcité à la fois dans la verrerie, que ce soit dans les miroirs, les vitraux. Vous avez d'autres exemples de création d'élèves sur ce principe-là ? Ah oui, chaque année, on en a des tas parce que, je disais tout à l'heure, les élèves doivent le présenter à l'examen. Donc ça veut dire que chaque promotion va réaliser par rapport à son travail. Alors, il y a ceux qui sont en décoration sur verre aussi. C'est quoi la décoration sur verre ? C'est transformer un verre et le rendre un peu plus joli. On peut penser tout de suite à tout ce qui est Venise, tout ce qui est les verres à Murano. On peut penser à tout ce qui est l'art italien de la verrerie. Eh bien, le lycée, d'ailleurs, je fais une grosse parenthèse encore, s'appelle Luca de Néou. On a
rebaptisé, modernisé le nom en l'appelant École du verre de Paris, Lucas de Néou. On ne peut pas se départir de Lucas de Néou puisque c'est l'inventeur du procédé du verre à froid sous Louis XIV lorsqu'il part en Italie pour essayer, dit-on, certains disent, emprunter gentiment la technique du procédé du verre à froid, c'est-à-dire du verre pas soufflé, mais du verre qui va jusqu'à 850 degrés grand maximum, et permettre justement de l'amener sur le territoire français et de permettre à des enfants de nobles à l'époque de pouvoir travailler avec la manufacture de Saint-Gobain sur le verre, sur la décoration du verre. Donc c'est un métier à part, et vous avez des vitraillistes qui sont un autre métier à part, qui vont eux aller de la création du panneau de vitrail jusqu'à la restauration du panneau de vitrail, parce que lorsque le plomb vieillit, il faut le défaire et refaire le chemin de plomb pour faire le sertissage. Donc oui, chaque année, nous en avons par promotion, on a entre 60 et 80 élèves par promotion qui obtiennent le diplôme, donc qui vont chacun à leur tour, avec leur liberté, encore une fois, que j'associe à laïcité, ils vont se projeter dans ce qu'ils ont envie de mettre en exergue, de communiquer avec les autres sur leur laïcité, sur leur travail, sur leur chef-d'œuvre. Et ça, on va trouver à tout moment, ne serait-ce que par un petit portrait. Je parlais tout à l'heure de cette charte de la laïcité que nous avons là derrière nous. Et un élève nous a proposé un encadrement, un cadre qu'il a voulu parce que on avait la charte de la laïcité accrochée comme ça dans le hall ou dans la salle des profs. Et bien, pour l'embellir, eh bien, il est allé chercher des chutes de vitraux, des morceaux de verre colorés dont les températures de cuisson sont à peu près compatibles. Il a été se renseigner sur leur dimension, sur leur porosité, sur leur couleur, la coloration. Il s'est adressé à son professeur de physique-chimie pour voir si la cuisson n'allait pas, ce verre n'allait pas écraser l'autre verre ou le manger, mais plutôt garder, bien évidemment, l'identité de chaque verre. Donc voilà, on revient à l'identité de soi-même et à la liberté de chacun. Donc même le verre, chez nous, il a sa propre liberté. Et donc, cet élève, grâce à l'accompagnement des professeurs, a réalisé un cadre dans lequel il a pu insérer la charte de la laïcité, et c'est ce qui est accroché chez nous. Donc nous n'allons plus dans les supermarchés ou chez Ikea acheter des cadres en bois ou etc. Nous les créons nous-mêmes par des verres, de la petite verrerie, du verre blanc, du verre flotte, c'est le terme, ceux qui sont connaisseurs sauront, ou du verre coloré, où on va associer les cuissons ensemble. Et ce cadre-là embellit beaucoup plus notre charte de la laïcité qu'un cadre basique. La technique de faire fondre ces verres les uns à côté des autres pour faire ce cadre, ou donc d'en faire juste un presse-papier, par exemple, tout simplement. J'aurais pu vous amener quelques exemples tout à l'heure. Ça s'appelle le fusing. Dans ce que je viens d'entendre, vous notez qu'effectivement, la laïcité, ça permet à ce que des jeunes entreprennent. Tout à fait. Mais il y a aussi autre chose. Et s'émancipe, exactement. J'aimerais savoir, est-ce qu'au début, ça a été plutôt un cadre, tout de même, plutôt un cadre juridique que les élèves ont pris de plein pied, ou justement, ça a été un outil de cohésion entre élèves et le corps professoral au lycée Lucas de Néou? Alors aujourd'hui, c'est un outil de cohésion, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et il faut être absolument lucide sur le sujet de la laïcité. C'est un mot qui fait souvent fuir, je vais vous le dire. C'est un mot qui fait souvent peur. Pourquoi ? Parce que certains se sentent écrasés par ce mot laïcité. Tellement écrasés qu'ils préfèrent soit se mettre des œillères, avoir un silence pesant et ne pas du tout s'en emparer, soit lorsqu'ils voient d'autres les accuser d'être peut-être des revendiquants, des réclamants, etc., alors que pas du tout. Et donc, à Lucas de Néou, à l'école du verre de Paris, nous l'avons amené de manière progressive et tranquille. Comment ? À la rentrée 2025, par exemple, j'ai fait exprès d'oublier de parler de la journée du 9 décembre pendant ma pré-rentrée.
Et c'est un professeur dans la salle d'art appliqué qui m'a dit « Madame la proviseure, vous avez fini votre discours, mais vous avez oublié cette année de me parler, de nous dire quelle est la thématique 2025 sur la journée du 9 décembre. » Et là, je me suis dit « Ah bon, j'ai oublié. Écoutez, pardonnez mon oubli. Avez-vous peut-être une proposition ?» Vous voyez, il me semble qu'il faudrait, je ne veux pas dire qu'il faut, il n'y a qu'à Faucon, je déteste ça en plus, il me semble que lorsqu'on amène les choses de manière progressive et non dogmatique, et non descendant de manière hiérarchique en disant « Allez-y, nous allons vous parler laïcité. Vous devez faire la journée de la laïcité. » Et sans accompagner de cette pédagogie dont je parlais tout à l'heure et de cette liberté, laisser aux gens de s'en emparer de manière sereine, on fait fausse route. Donc, au tout début, ce n'est pas arrivé comme ça. J'ai lancé l'idée en septembre de écoutez, ce serait bien si nous travaillions sur le 9 décembre, qu'est-ce que vous en pensez les uns les autres. Je lance ça comme ça, et puis bon, j'ai un silence poli, voilà, et j'ai une enseignante qui me dit pourquoi pas, il faudrait qu'on développe. Donc déjà, ça fait un allié. Allez, hop, on essaie de mettre ça à côté. Et puis arrive le mois d'octobre, l'assassinat affreux. Veille de vacances, c'était un vendredi, je ne l'oublierai jamais. L'assassinat affreux, horrible, de la décapitation de Samuel Paty. Monsieur le professeur Samuel Paty. Je peux vous dire, Raphaël, que j'ai été, et je le suis d'ailleurs, je crois, depuis maintenant, ça fait 5 ans, choquée, bouleversée, émue à chaque fois que je pense à monsieur le professeur Samuel Paty, à monsieur le professeur Dominique Bernard, parce que mais vous me direz, on peut remonter à Charlie, comment est-ce que je me souviens où j'étais et avec qui j'étais, comment ça s'est passé pour l'odieux, l'assassinat du journal et des journalistes et des personnes du journal Charlie Hebdo, parce que je sais exactement où j'étais, ce que je faisais, avec qui j'étais à chacun de ces instants-là. C'est ce que je nomme dans mes ouvrages le 11 septembre de l'éducation nationale. Et pourquoi c'est terrible pour moi? Parce que je ne peux pas concevoir qu'un enseignant puisse être assassiné, décapité, parce que juste professeur. Et M. Samuel Paty n'a rien fait d'autre que d'enseigner et de faire son métier et de transmettre le savoir. Et une fois l'émotion passée, le combat revient. Et plus que jamais, avec vigueur, avec cette force que nous avons dans l'école de la République pour ne jamais sombrer, justement. Ce soir-là, ce vendredi soir-là, veille de vacances, je suis tellement bouleversée d'écouter dans les ondes qu'un enseignant rentrant chez lui, récupérer son enfant a perdu la vie, que je me suis mise sur mon clavier à écrire un mail à mes équipes, au personnel, AED, AESH, personnel, enseignants, non enseignants, pour leur dire que nous n'arrêterons jamais, qu'ils n'auront pas notre haine, mais qu'ils auront toujours en face d'eux des esprits éclairés, des consciences libres d'avancer avec cette liberté et cette laïcité à la française, parce que c'est aussi une exception française. Et ce mail-là, je l'ai encore retrouvé récemment, puisque j'ai été amenée à faire un témoignage suite au documentaire porté sur le professeur Samuel Paty, sur Public Sénat. Et donc, je me suis remémorée et j'ai retrouvé mot pour mot ce que j'avais écrit ce soir-là, parce que mes enseignants, partant en vacances, se retrouvaient seuls chez eux et que j'avais besoin, nous avions besoin de nous retrouver, même si c'était via un mail, mais faire encore école, même si chacun de nous n'était plus au sein de l'école. Et c'est ça qui est important pour moi. Et c'est aussi ça, ce fil rouge que nous devons tenir les uns avec les autres, entre professeurs, élèves, parents d'élèves, etc., puisque le mail a été adressé aux élèves, aux parents d'élèves et aux équipes de personnel. Mais pour revenir à ça, non, ça n'a pas été une chose facile, une chose ordinaire, que de pouvoir proposer aux équipes de l'établissement scolaire que nous allons mettre en place dans le projet d'établissement de mon établissement, l'établissement dont j'ai la charge administrative, au cœur du projet, la laïcité, le principe
fondamentale de la laïcité. Donc ça n'a pas été facile, ça a donné lieu, je le disais tout à l'heure, à des dialogues, à des échanges, à des temps d'échange, des temps de concertation, des personnes qui étaient effectivement opposées, des personnes qui étaient... Et ça, il en existe, il faut avoir le courage de le dire, et ne pas se braquer en disant « vous n'avez pas à être opposé, vous devez ». Mais non, encore une fois, mais de pouvoir dialoguer et comprendre et leur expliquer ce que garantit véritablement la laïcité. Et je pense que personne ne souhaite perdre la vie, ne souhaite mourir parce que il aurait parlé laïcité, etc. Donc il ne faut pas justement que ces assassinats odieux, lâches, nous fassent peur et nous fassent nous recroqueviller sur nous-mêmes en disant, bien évidemment, nous n'allons plus jamais en parler, puisque c'est ce qu'ils veulent. Eh bien, au contraire, ça a mis du vent dans les voiles, ça a mis du booster, ça a mis de l'énergie positive et constructive pour permettre aux établissements scolaires de s'emparer encore davantage et pour ce qui concerne mon établissement scolaire, aux professeurs de véritablement se dire nous allons avancer chacun à son rythme et nous allons avancer avec notre laïcité en bandoulière, fiers de le porter comme nos écharpes républicaines. Vous avez dit quelque chose qui m'a fait tiquer, que je trouve aussi très intéressant. Vous avez mentionné laïcité à la française. Et dans ce que vous mentionnez, des élèves qui prennent justement des vitraux, des miroirs de ce style-là, et vont en faire quelque chose. Ils vont en faire une culture aussi à eux. La question que je vais vous poser, c'est plutôt, est-ce que vous pensez vraiment que c'est que français, ou que justement ça dépasse notre laïcité à la française, comme vous avez dit? Est-ce que finalement c'est pas justement la laïcité qui est plutôt universelle et que même vos jeunes dans votre lycée réussissent à transmettre à travers leurs arts, par exemple? Alors, la laïcité à la française, c'est une exception culturelle française, il faut quand même le reconnaître. J'ai dans l'établissement des élèves qui viennent de tout horizon. Lorsque j'ai accueilli en DNMAD et en FCIL un élève venant de Corée, une autre venant du Japon, une autre de Londres, une autre des pays d'Afrique, et qu'on leur parlait du projet de laïcité tout de suite en octobre, avant les vacances de la Toussaint, en leur disant « réfléchissez, qu'est-ce que vous allez pouvoir proposer au retour en décembre ?» C'était des grands yeux ouverts en disant « mais pourquoi ? De quoi ils me parlent ? Qu'est-ce que c'est la laïcité ?» Donc ils ne connaissent pas. Et c'est pas grave. Mais il faut juste qu'on nous, Français, on se rende compte que ce n'est pas quelque chose qui se passe ailleurs. Ça n'existe pas ailleurs. Vous allez à Londres, ça ne choque personne de voir arriver dans le bus public le monsieur avec son turban-ci qui est en train de conduire et qui a remplacé celui avec son rastafari et ses cheveux, voilà, et l'autre avec sa kippa, un autre avec sa croix, etc. De manière... Non, tout ça est tranquille chez eux. Nous, on ne peut pas permettre effectivement que la fonction publique, les écoles puissent, dans son sein, mettre des jeunes esprits face à des multiples religions ou laisser certains, beaucoup plus jeunes que d'autres, au sein des établissements scolaires, livrés à une forme de prosélytisme. C'est ça qu'il faut qu'on protège. Et l'école est là pour protéger. Du coup, moi, lorsque la classe post-bac d'élèves viennent comme ça, il faut leur expliquer, mais tout comme les primo-arrivants. Lorsque on a eu un cas l'année dernière d'une jeune somalienne qui est arrivée dans le lycée, qui avait bien compris qu'elle devait enlever son voile avant d'entrer dans le lycée, parce que ça lui avait été expliqué. Mais elle n'a pas compris que lorsqu'elle allait en sortie scolaire sur les journées du patrimoine, et bien sur le temps de trajet, dès qu'elle est sortie, elle a remis son voile. Donc elle a fait le trajet, arrivée vers les barrières du lycée, c'est la gardienne et un des surveillants qui l'ont observée, qui l'ont arrêtée, en lui disant, parce que le professeur lui était devant, n'avait pas fait attention. Ils allaient au Val-de-Grâce, juste à côté, à pied. Bon, ils n'ont pas fait attention, mais pour la rappeler, en lui disant, là, tu n'es pas en sortie comme si tu rentrais chez toi. Tu es dans une sortie scolaire, dans un temps scolaire dédié, et donc notre laïcité à française te dit que tu ne peux pas, dans ce cadre-là non plus, porter.
mais ce n'est pas d'interdire. Donc, elle a fait un peu de résistance parce qu'elle ne souhaitait pas du tout enlever. Et il a, avec son anglais et avec le peu de français qu'elle est venue apprendre, puisqu'elle ne parlait pas du tout bien le français, il a fallu échanger pour lui expliquer, et en français et en anglais, que ce n'était pas possible. Mais pourquoi ce n'était pas possible ? C'est ça qui est important. Ce n'est pas lui dire « ce n'est pas possible ». Encore une fois, je le redis, j'ai l'air d'être redondante, mais c'est toute cette pédagogie qui va avec la laïcité, qui est importante pour, encore une fois, ne pas faire peur, mais mettre en avant, pas les interdits, mais les libertés. Et ce mot « liberté », il faudrait qu'on arrive, nous les uns les autres, nous qui avons la chance de pouvoir parler dans le micro, ce pouvoir, de pouvoir s'adresser à autres, de l'amener plus en avant, plutôt que de se dire les interdits ou tout ce que les médias peuvent aussi véhiculer comme interdit, comme atteinte, etc. Du coup, les classes mondes vont travailler aussi sur une fresque de l'emblème de la République, du drapeau français, en associant leur drapeau, leur culture, et chacun arrive à avancer puisqu'ils ont fait le choix, ce que je leur dis, de venir en France. Et c'est des élèves qui viennent de Syrie, d'Iran, un peu partout dans le monde, et plus proche de nous, de l'Ukraine, avec des élèves ukrainiens qui n'étaient pas non plus dans cette dimension laïque. Donc c'est effectivement une laïcité à la française qui n'existe pas ailleurs et qui est une liberté précieuse, il me semble. Alors, est-ce que les professeurs prennent part à ces combats malgré les tensions et les trop nombreuses victimes d'actes malveillants dans leur rang ? Et je m'explique parce que vous avez expliqué que vous aviez une alliée à un moment, mais j'ai l'impression que c'est sporadique. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que maintenant, vous avez beaucoup plus une marge professorale qui prend la parole et qui, justement, vous dépasse et parle de laïcité ? Alors, moi, j'ai beaucoup de chance. Je le dis très clairement. L'établissement était à taille humaine. Donc, on n'est pas très nombreux et on a le temps aussi de se parler, de s'échanger, puisque à chaque fois qu'on me demande un temps d'écoute, un temps de partage entre adultes, je le donne. Et il se trouve que oui, les professeurs prennent leur part du combat. Malgré effectivement les tensions qu'on peut voir, malgré les violences qu'on peut entendre et observer quotidiennement de ci, de là sur le territoire. Je veux leur rendre hommage aux enseignants. Je veux vraiment leur rendre hommage parce qu'ils font un travail extrêmement difficile au quotidien. C'est d'abord une abnégation que d'être professeur et de partager, mais c'est aussi un vrai sacerdoce. Oui, j'avais une alliée tout de suite avant l'assassinat affreux de Samuel Paty, puis j'en ai eu d'autres. Et il peut y en avoir certains qui ne se sentent pas effectivement en capacité d'aller sur le terrain. Il ne faut pas leur en vouloir, c'est ainsi, mais ils font le travail autrement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas non plus totalement étrangers au combat que nous menons au quotidien dans l'école. Dans mon établissement, ce qui se passe, c'est que nous y allons de manière progressive, régulière, puisque ça fait partie du projet d'établissement. Donc, tout le monde est sensibilisé à la question et ne va pas forcément se dire « question laïcité, je vais aller voir que la proviseure, c'est elle qui doit faire ». Non. Ils vont essayer la secrétaire générale, c'est-à-dire ceux qui vous donnent vos tickets de cantine, voilà, les gestionnaires, comme on disait avant, sont également sensibilisés et ont pu faire des formations, comme sur d'autres questions extrêmement importantes, même si on est sur Radio Parlons Laïcité, mais on va aussi parler du 8 mars, de l'égalité filles-garçons. On va également parler du handicap dans l'établissement. Et donc, dans l'établissement, nous avons réussi à mettre en place des professeurs volontaires qui sont désignés des référents sur le handicap, référent LGBTQI+, référent laïcité, référent sur le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, que nous allons refaire chaque année à la mairie du 5, etc. Et bien évidemment, ces référents sont identifiables par les élèves et les familles, ce qui permet aussi, lorsqu'il y a un souci, d'aller véritablement voir le référent, ou lorsque les autres collègues veulent le dire en salle des profs, de le dire au référent, qui ensuite le répercute auprès du chef d'établissement ou de son adjoint. Donc du coup, le chemin vertueux, le fil rouge dont je parlais tout à l'heure, il est là. Et donc oui, les enseignants prennent leur part, chacun à leur façon.
Beaucoup continuent malgré la peur, mais avec le grand sens de leur devoir et de l'amour de leur métier à travailler sur la question. Et mon rôle, moi, d'être à leur côté, il doit être clair. Il doit être là, encore une fois, d'accompagner, de montrer le cadre juridique et d'être en sérénité. Vous avez mentionné effectivement le 8 mars. Et de ce que j'ai lu, vous, c'est un de vos principes aussi. Il y a la laïcité, il y a l'égalité femmes-hommes. Et selon le ministère de la Culture, on a 62% sur 175 000 étudiants à peu près qui seraient des femmes entre 2021 et 2022 dans les lycées artistiques. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous remarquez une prise de position féminine sur la laïcité ou justement, est-ce que la laïcité est mise sur le devant de la scène par tout le monde, quel que soit son genre? Est-ce que ça dépasse ces cadres-là ou pas du tout? Vous remarquez quelque chose? Moi, j'observe que c'est effectivement toujours les femmes et encore les femmes et beaucoup de femmes. Depuis les signatures, depuis Gisèle Halimi, toutes les Simone. Ici, on est à la MJC, Simone Signoret. Alors, autant vous dire que ça fait partie, elle rentre dans mon panthéon des Simone et de toutes ces Simone que j'adore. Simone Beauvoir. Et les deux Simone Veil. Simone Veil, la femme philosophe, qui a cette belle citation que j'adore et que je donne à chaque rentrée en accueil de mes équipes, que ce soit des professeurs ou des nouveaux professeurs ou des élèves, nouveaux élèves. L'attention est la forme la plus rare et la plus pure de la générosité. Et c'est Simone Veil avec le W, ce que je dis à mes élèves. Et la Simone Veil, notre femme politique avec le V. Et j'ai un petit mémento que je donne à certains élèves, parce que la nouvelle génération, ils ont souvent du mal à reconnaître qui est qui. Et donc nous, comme on a travaillé sur le 8 mars 2024, où on a scellé dans la Constitution l'IVG, le droit à l'IVG en France, qui a été scellé. J'ai des élèves de brevet métier d'art qui ont travaillé sur des reliquaires. Les reliquaires, c'est des verres qui permettent de récupérer un contenant, quelque chose. Et la professeure d'art appliqué les a fait travailler sur cette thématique des reliquaires. Et donc, elles ont fabriqué leurs verres, elles ont décoré, elles ont peint, elles ont mis des vitraux ou pas. Et elles ont mis 3 choses: la pilule abortive, le stérilet et le préservatif. Et donc, on les a exposés à la mairie du Sein. Et comme elles avaient du mal à savoir laquelle des deux Simone je citais, je leur explique que la Simone Veil avec V, c'est V comme vagin. Et la Simone Veil avec W comme philo, W, la marque de la philo. Et donc, du coup, ça marque souvent les esprits parce qu'elles-mêmes, elles osent dire, oui, j'ai un clitoris, oui, j'ai un vagin. Comme les femmes africaines ont un clitoris qui leur a souvent été amputé dans le cadre de l'excision, tout ça fait de mon identité à moi aussi et de mes combats. Donc, bien évidemment que le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, est un temps fort, comme la laïcité est un fort, comme le handicap et l'inclusion sont des temps forts, et les droits des personnes genrées, non genrées, chacun est libre en fait. Dans votre lycée, vous avez aussi le prix Dominique Bernard. Qu'est-ce que c'est exactement? Vous avez accueilli à la cérémonie de lancement. Donc comment ça s'est passé? Est-ce que vous sentez que la France, justement, est avec vous? Ou est-ce qu'on est encore trop pudique? Est-ce que la France est avec nous? Est-ce que nous sommes avec la France? La France, c'est nous. C'est ça qui est important. Et c'est chacun des citoyens, des citoyennes surtout, je rendais hommage aux femmes qui sont des pionnières. Cette année, pour le 8 mars, par exemple, pour revenir à ça, nous allons mettre en hommage que les femmes pionnières dans leur métier, pionnières dans tout ce qu'elles ont pu faire, créer, etc. Ce sera la thématique 2026. Le prix Dominique Bernard, mon lycée a été honoré, mon établissement a été honoré de par ma personne, de recevoir la veuve de notre collègue Dominique Bernard, Madame Isabelle Bernard, qui s'est déplacée d'Arras pour venir à Paris, et mettre en place le lancement de ce prix, qui est un prix littéraire, ouvert à des élèves de collège jusqu'au lycée, des classes de 4e jusqu'à des classes de première ou seconde, qui pourront, s'ils le souhaitent, trouver une thématique, un texte, une poésie,
pour s'exprimer sur ce qu'ils ressentent de la liberté d'expression. Puisque, n'oublions pas, Samuel Paty a été assassiné, décapité parce qu'il a voulu mettre dans éveiller l'esprit de ses élèves au droit à la caricature et au droit de s'ouvrir à autres, de rire ou de ne pas rire, d'être Charlie ou de ne pas être Charlie. Il n'a pas été dans une ligne. Dominique Bernard, lui, il a été poignardé, assassiné dans le hall de son établissement scolaire, au sein de son établissement scolaire. Je peux vous assurer que ce sont des moments terribles de la vie d'un chef d'établissement ou de collègue de se dire que l'école de la République, l'école de Jules Ferry, l'école des Jules, l'école de notre République depuis Napoléon, depuis Charlemagne, etc., n'est plus cette école safe, cette école sereine, cette école qui est un sanctuaire. Ça fait peur, mais cette peur-là ne doit pas encore nous figer, elle doit au contraire nous avancer. Donc oui, ils nous ont fait l'honneur de demander à venir faire la signature entre le mécénat qui finance le prix et qui va donc récompenser les élèves qui s'engageraient et les lycées qui s'engageraient pour l'installer dans l'Académie de Paris, puisque ça a été installé dans l'Académie de Lille, dans l'Académie d'Amiens avant. Et donc, il y a une progression de pouvoir l'installer dans d'autres académies. Et bien évidemment, le lycée Lucas de Néou, École du Verre de Paris, a été honoré de recevoir la cérémonie d'installation de ce prix dans l'Académie de Paris, avec des personnalités de la direction générale de l'enseignement secondaire et supérieur, donc la DGESCO, qui est tout de suite après le ministère de l'Éducation nationale, donc ce qu'on appelle, nous, la centrale, et bien évidemment, les représentants du cabinet du ministre qui étaient là également. Les élèves, à cette occasion, donc, ont voulu rendre symboliquement à ce prix Dominique Bernard un hommage en dessinant le portrait de Dominique Bernard à la main. C'est un dessin qui a été fait à la main par une élève sourde de naissance qui, elle, est d'origine moldave. Donc, elle n'est pas française, elle est née en Moldavie, elle est venue en France pour faire ses études et elle a fait un certificat d'aptitude professionnelle en vitrail et en peinture sur verre. Donc, elle a peint, elle a colorié et ce dessin en format A3 a été sublimé par d'anciens élèves diplômés qui ont pu apporter leur touche de DNMA, de visionnaire, de niveau un peu plus élevé que le CAP. Et c'était un moment fort en émotion parce que nous avons, pendant cette matinée de lancement du prix, retrouvé notre collègue par la présence physique de sa veuve qui était là, des personnalités qui suivent cette association prix Dominique Bernard et par le mécénat qui est fait aussi par la fondation BNP Paribas qui accompagne justement pour donner de l'élan à ce prix. Et le lycée, en ayant mis en place ce lancement, souhaiterait peut-être, par des élèves qui ont été volontaires présents à la cérémonie, s'emparer du sujet, s'emparer de la question, d'écrire, de lire, de penser et de réfléchir par soi-même. C'est ça qui est important. Donc c'était un vrai moment, un immense honneur. Parlons laïcité. RERS Évry-Centre-Essonne propose une formation valeurs de la République et laïcité. Dans un contexte social et politique marqué par les tensions et les crispations autour du fait religieux, RERS Évry-Centre-Essonne propose une formation valeurs de la République et laïcité. Dans un contexte social et politique marqué par les tensions et les crispations autour du fait religieux, la laïcité est souvent mal comprise. La formation Valeurs et République de la laïcité a été conçue pour permettre aux stagiaires de contribuer à promouvoir la concorde universelle et partager les valeurs de la République au quotidien. La formation Valeurs de la République et laïcité permet aux agents publics, aux professionnels et aux bénévoles associatifs d'être au clair avec le principe de laïcité, de mieux comprendre comment l'appliquer et l'expliquer dans l'exercice de leur métier. Cette formation est reconnue par le contrat d'engagement républicain. Son coût est pris intégralement en charge par l'État. Pour en savoir plus et connaître le calendrier des sessions à venir, contactez RERS au 09 79 73 45 77. Parlons laïcité, le débat. Alors d'abord merci, c'était vraiment un très, très beau moment que je viens de passer
Moi aussi, j'ai fait partie de l'éducation nationale il y a longtemps, donc ça me fait vraiment plaisir d'entendre un discours comme le vôtre, appuyé sur des réalités. Alors moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est quand vous dites que vous avez eu des gens des gens de votre établissement qui sont opposés à la laïcité. Moi, j'aimerais avoir concrètement sur quoi ils s'opposent. Franchement, ça me pose toujours question. Sur quoi on peut s'opposer à la laïcité et a fortiori quand on est adulte dans un établissement scolaire. D'abord, c'est une très bonne question. Merci, chers collègues. Les professeurs sont redoutables. Ils ont toujours de très bonnes questions. Ce qui est étonnant souvent, c'est effectivement que lorsqu'on est face à des jeunes ou même à des professeurs qui peuvent avoir un silence poli, lourd sur ce sujet, soi-même, on est un peu déconcerté parce qu'on se dit, mais comment ça? À quel moment? Pour quelle raison? Comment peut-on être la liberté? Et une fois ce temps passé, ce qui est important, c'est de leur laisser à eux le soin de l'exprimer et de pouvoir se dévoiler, de pouvoir annoncer certaines choses sans être exposé à une forme de « on va me cataloguer, on va m'en vouloir, on va me juger, etc. » Je vais vous donner un exemple concret. Lorsque le ministre Gabriel Attal a mis en place la circulaire sur l'interdiction du port de l'abaya, du camis, nous, chefs d'établissement, nous avons été absolument soulagés, dans notre grande majorité, parce que nous naviguions à vue. Chacun pouvait en faire comme il pouvait, selon la structure, selon la population scolaire, selon les parents de son lieu de scolarisation. Un établissement scolaire n'est jamais équivalent à un autre établissement scolaire. Ça n'existe pas en France. Donc l'éducation nationale, elle est l'éducation locale, et encore souvent rurale, et j'en passe. Donc lorsque cette circulaire elle arrive, elle pose ce dont je parlais tout à l'heure, un cadre clair, précis, qui ne souffre d'aucun flou. C'est arrivé à un moment où nous allions encore parler de la fête du 9 décembre, date de la célébration de la laïcité. Donc moi, j'aime à l'appeler fête. J'aime bien ce mot, comme j'aime bien l'associer à liberté. Et lorsque je lance la thématique, des élèves, étudiantes de certificat d'aptitude professionnelle, diplômés d'école d'art ou de DNMAD ou même de licence et qui font un retour en métier d'art, il y en a de plus en plus d'ailleurs. Grosse parenthèse, c'est une bonne question à se poser sur l'orientation, ça. Je ferme la parenthèse. Ces jeunes filles ont eu comme reproche et comme vent de contestation de « vous êtes en train de cibler par cette circulaire nos camarades filles d'origine maghrébine. Vous n'avez pas le droit, Madame la proviseure, de mettre en application l'interdiction du port de l'abaya parce que ça veut dire que vous leur interdisez justement leur liberté de s'habiller. » Elles l'ont dit. Elles ont le droit de l'exprimer. Ce que je leur renvoie comme miroir, je travaille dans le verre, on est dans la transparence. C'est maintenant, très bien, pouvez-vous argumenter? Pouvez-vous expliquer un peu plus en profondeur ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que cela vous amène comme pensée? Pour quelle raison? Et là, la jeune fille, forte de ce micro tendu, me dit, mais bien évidemment, vous voyez ce que je veux dire, Madame Traoré? Non, je ne vois pas. Donc, allons-y, développement. Mais voilà, les jeunes filles, elles arrivent, elles ont le droit de s'habiller comme elles veulent, ce n'est pas normal, vous êtes en train de... On dit que la France est un pays des droits de l'homme, de liberté, mais voyez, ce n'est pas possible. Je dis, non, mais là, on revient au cadre scolaire. Elles ont le droit de s'habiller comme elles veulent quand elles sont dehors. Là, on parle du cadre scolaire. Donc, ça veut dire qu'elles portent une identité qui est à la fois religieuse, politique. Et elle me dit, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Alors, dans ce cas, je m'efface et je fais venir des professeurs. Et je fais venir l'équipe Valeurs de la République, composée majoritairement, je l'ai dit tout à l'heure, par des professeurs agrégés d'histoire et géographie, pour qu'elle remette en perspective, justement, l'histoire de la laïcité et pour quelles raisons nous en sommes arrivés en France à mettre la laïcité. Et ce cours théorique, magistral d'échange
des intervenants extérieurs qui ne sont pas leurs professeurs, a permis à certaines de comprendre un petit peu les choses. Mais il fallait pousser le curseur un peu plus loin par un peu de pratique. Parce que lorsque une séance, vous pensez bien, ne suffit pas. La pédagogie, vous en êtes bien placé, c'est on y va plusieurs fois par fois pour pouvoir faire comprendre une idée, en tout cas une expérience porteuse lorsqu'on veut la poser vraiment dans le marbre. Et ce questionnement, cet échange entre les membres de l'équipe Valeurs de la République, il a fallu la faire à plusieurs reprises, qu'ils reviennent, qu'ils échangent. Ça a permis de casser un miroir et de faire en sorte qu'il n'y avait plus de barrière et qu'il y avait une communication qui pouvait être libre, fluide, sans le regard du chef d'établissement que je suis ou de leur professeur qui les évalue, mais des personnes extérieures. Ça, c'est un bon point marquant pour permettre justement que la parole se libère. Et une fois que cette parole est libérée, elle est cadrée. Je parlais du dialogue tout à l'heure. Et une fois qu'on a eu ce champ du dialogue et qu'on n'arrive toujours pas à leur faire comprendre pour quelles raisons la laïcité est une liberté et les protège surtout, on est passé à la phase pratique. Et ça, c'est très intéressant de passer à la phase pratique. Et la phase pratique, ce n'est plus de la parole, c'est nous allons faire des petites scénettes et nous allons jouer à ce qui se passe lorsque vous êtes dans un interdit, lorsque vous êtes dans un régime dictatorial qui ne vous donne plus cette liberté de vous exprimer comme vous êtes. Et j'ajoute que les jeunes filles qui m'ont interpellée et qui ont interpellé les membres intervenants de l'équipe Valeurs de la République n'étaient pas des jeunes filles d'origine maghrébine ni africaine. C'était des jeunes filles françaises, de familles françaises, comme on dit entre guillemets, de souche, qui s'interrogeaient et qui se portaient en combattantes de leurs camarades oppressés par l'école, peut-être l'école dictatrice que nous sommes avec notre étendard de la laïcité. Et c'était intéressant de pouvoir effectivement, par la partie pratique des scénettes, de leur expliquer en quoi le fait de ne pas venir au sein de l'école de la République, lieu de protection, d'éveil des consciences, imposer un prosélytisme de sa religion, quelle qu'elle soit, de manière ostentatoire, peut être un moyen effectivement de protection. Donc les scénettes ont donné lieu à des petits jeux. Donc moi j'aime bien parce que l'établissement étant un lieu de culture, métier d'art, nous avons des partenariats divers et variés avec des acteurs, des comédiens qui peuvent venir pour mimer des choses, une troupe qui ait pu faire une immersion de 2 jours au sein de l'établissement en sillonnant un petit peu partout et en travaillant sur la posture qu'on peut avoir, sur les gestes. Tout ça, c'est du temps, c'est de l'argent. Mais nous avons dans la région Île-de-France un financement région. C'est beaucoup de travail d'aller les chercher, mais nous sommes allés les chercher et pour pouvoir financer justement ces comédiens et venir faire justement en sorte qu'ils puissent travailler. Donc tout ça mis bout à bout a permis de faire tomber ces barrières-là de ceux qui s'opposaient et qui pensaient. Et je suis allée jusqu'à la fin, lorsque tout ce travail était fait, à mettre moi-même en scène une situation où je leur ai demandé de me dire s'ils pouvaient définir, de par ma posture, ma manière, de quelle religion je pouvais être. À part ma couleur de peau qui est suédoise, comme vous l'avez tous vu, et ma blondeur et mes yeux bleus. Mais une fois que ça, c'est visible, ils ne peuvent pas me le nier, on a mimé, où j'ai mis un foulard comme dans les îles. Est-ce que ça identifie qui je suis? Est-ce que ça me donne une identité? Oui, ça me donne une géolocalisation. Lorsque je change le foulard et que je le porte de manière autre, voilée, ça me donne une autre identité. Et donc, lorsque je m'habille en mettant des gants noirs, une robe noire, je vais vers une identité qui, elle, n'est plus une identité propre, mais qui incarne une identité politique et un combat politique. Et c'est ça que l'école se doit de mettre en dehors. Et elle se doit de la mettre en dehors en protégeant tout un chacun. L'école n'a pas à faire entrer ni l'économie, ni la religion dans son sein. La seule place, c'est la pédagogie, c'est l'apprentissage, et c'est l'ouverture aux apprentissages. Bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord, spontanément, j'ai envie de vous dire, quelle énergie. Comment ? Quelle énergie.
Et C'est encore, là, formidable. j'arrive pas à le réveiller, là. Merci. Merci beaucoup. Alors, moi, je suis assez curieux. Et puis, je voudrais vous poser une question. Vous avez parlé dès le départ, vous étiez une famille nombreuse, 9 enfants, la 6e. Vous étiez jusqu'en, je dirais, dans votre pays natal, le Mali, jusqu'à l'âge de 7 ans. Alors, je suis très curieux dans le sens où, est-ce que vous avez effectivement une éducation religieuse ? Bon, après, vous avez dit qu'effectivement, vous n'en avez pas trop parlé d'ailleurs. Est-ce que vous avez quel est le contexte et qu'est-ce qui a fait que vous, en tant que femme, en tant que malienne, vous avez pu, je dirais, vous émanciper ? Enfin, voilà. Et quels sont les je suis curieux de ça. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Alors, moi, la curiosité n'est pas un vilain défaut, comme souvent on a pu le dire. Hein. Moi, je demande à mes élèves d'être curieux. Et j'ai une phrase que je glisse à l'oreille après un petit bisou volé tous les matins à mon fils de 10 ans, depuis que je l'accompagne à l'école, c'est « Sois curieux et amuse-toi ». Je dis ces 2 mots-là chaque matin. « Sois curieux et amuse-toi ». Parce que l'école, ça doit aussi être le lieu où on s'amuse et pas où on pleure. Oui, je suis née au Mali. Oui, j'ai grandi là-bas et j'ai grandi dans une religion musulmane. Dans ma famille, on m'a pas obligée, on m'a juste posé là le Coran. Et mon père, je le voyais, paix à son âme, qui est décédé, ma mère, je les voyais prier autour de moi. Mais l'avantage que j'avais, c'est que au Mali, j'habitais dans une très grande maison avec beaucoup de familles. Le cousin, la sœur, le cousin du cousin, etc. La famille à l'africaine, si belle, si imposante, si généreuse, qui permettait d'avoir les 3 religions. Il y avait les catholiques, les protestants, enfin la religion chrétienne, les athées, tous ceux qui ne croyaient pas du tout, et puis les musulmans, une grande frange de la société malienne de l'époque. Mais personne n'obligeait personne à aller prier au moment où il fallait prier. Et donc j'ai grandi dans ça, avec des parents fonctionnaires, classe moyenne, secrétaire pour ma mère, et mon papa était comptable, agent comptable, puis il a progressé dans les études. Et lorsqu'on sortait de l'école, puisqu'on allait à l'école publique, républicaine et laïque, et le Mali est un pays républicain laïque qui a laissé les religions vaquer à leurs occupations sans que l'un puisse opposer ou imposer à l'autre. Et moi, j'ai grandi avec ça. Donc, je ne peux qu'adhérer à une laïcité à la française qui permet justement que je m'émancipe. Donc, lorsque je viens à 7 ans en France, je crois que 7 ans, c'est l'âge de raison aussi. Je découvre une totale liberté dans l'école primaire. Je découvre l'enfant mis au cœur de la société, de l'école. D'ailleurs, on disait que l'élève est au centre du système scolaire. C'était un terme, chers collègues, qui était écrit à l'époque. Donc, je me sens valorisée, je me sens galvanisée, donc j'apprends. Et à contrario, la société où je suis née, elle mettait le petit fil rouge au pied, à la cheville, avec une prédestination déjà tracée, où effectivement un peu d'études, mais pas beaucoup, un mariage arrangé et faire des enfants. C'est-à-dire que c'était ça qui était destiné. Je parle de l'époque parce que ça a énormément changé et je voudrais quand même saluer la génération actuelle, les générations actuelles, celles d'avant et celles de maintenant, qui ne se laissent plus du tout faire parce que justement les grands-parents ou la tradition voulaient imposer et essaient de s'émanciper. Moi, j'ai eu la chance, en arrivant donc en France à 7 ans, de pouvoir avoir cette liberté de continuer mes études, de poursuivre aussi dans une forme de rêverie, c'est-à-dire que chaque livre que je lisais, j'étais l'héroïne. Même si c'était un monsieur, j'étais l'héroïne de ce livre. Et le lieu que j'adore dans les écoles, c'est le CDI. Parce que pendant que les autres vont à la cour de récréation, moi, j'allais me poser dans un petit coin et je prenais un livre et je hume le livre. Je sentais le livre. Alors, quand c'est un peu là depuis 10, 15, 20 ans, c'est plein de poussière et donc, hop. Et quand c'est tout frais et qu'on sait que ça sort du carton, il y a l'encre. Et ça m'a toujours nourri, ça m'a toujours porté. Et puis, je suis née en mode rebelle.
Puisque au Mali, déjà à 7 ans, on devient une jeune fille, on vous demande de ne pas faire de vélo. Eh bien, moi, je faisais du vélo. On vous demande de ne pas courir avec les garçons qui ont comment on appelle ça là, ceux qui tirent les petites balles. Un lance-pierre qu'on se fabriquait nous-mêmes. On prenait nos petits bouts de bois, on faisait notre V et on allait acheter des élastiques. On faisait, et puis on mettait des petits lance-pierres sur les chevilles des gens qui passaient, on se planquait, etc. Donc j'ai toujours été garçon manqué et en mode rebelle. Et puis une fois que l'école était finie, on vadrouillait dans la poussière ocre, rouge et cette chaleur malienne, bamakoise en l'occurrence. Et quand on rentrait, c'était juste le moment où on voyait les uns les autres. Celui qui allait à l'église, allait à l'église. Celui qui voulait aller à la mosquée, allait à la mosquée. Et celui qui ne voulait rien faire, s'asseoir. Voilà l'imaginaire qui est le mien quand je quitte le Mali. Donc c'est cet imaginaire-là, il est totalement en adéquation avec la laïcité à la française. La laïcité, c'est une affaire privée. La religion, pardon. La laïcité, c'est une affaire qui nous convient à tous, qui nous contient aussi dans notre liberté et dans notre unicité française, mais la religion, c'est une affaire privée. Tu vis ta religion, je vis ma religion, et j'ai le droit de vivre celle que je veux. Alors, moi, j'ai peut-être une question aussi. Mais tu as des élèves, du coup, qui sont passés, qui ont fini les dispositifs de ton lycée, bien sûr, et puis qui ont continué après, soit dans les études, soit qui sont entrés dans la vie active. Est-ce que tu as connaissance d'élèves qui auraient fait des œuvres autour de la laïcité après avoir quitté les bancs de l'école? On a eu des élèves diplômés qui ont pu s'installer à leur compte, qui ont pu réaliser effectivement des projets autour de la laïcité, mais de manière commande privée pour des entreprises. Mais à part s'ils nous ont tagués dans notre Insta pour nous le dire, on le voit, mais s'ils ne le font pas, malheureusement. Mais ce que je sais, c'est que depuis 5 ans, chaque promo, lorsqu'ils réalisent leur chef-d'œuvre en partant et que je souhaite en garder 1 ou 2 dans le lycée, ils le rachètent tous et ils veulent partir avec. Donc j'ai réussi à en avoir que 1 pour l'instant qui m'a dit « je vous le donne mais j'en fais un double ». Donc voilà, donc c'était pas carrément donné, mais que j'ai dans mon bureau, qui me l'a. C'est l'emblème, le drapeau bleu, blanc, rouge, qui se rejoignent comme une forme de mains qui se rejoignent, le tout serti de plomb, mais avec plusieurs techniques de verre autour, donc que je garde dans le lycée. Et d'autres qui mettent une flamme et en bas laïcité, donc la flamme qui ne s'éteindra jamais, et un dessin qu'on a aussi gardé de la Marianne qui est là et avec en son derrière elle des figures d'enfants, d'hommes, de femmes tout au long sur une rangée derrière. Et quand je lui ai demandé, et la Marianne qui avançait, donc on voit la Marianne avancer, combative, et puis on voit tout un pan noir, des figures. Hein. Elle n'a pas dessiné de visage, c'est juste des figures. Voilà. Et lorsque je lui ai demandé de mettre son cartel, elle a dit « Le peuple français est derrière la Marianne ». Alors j'ai trouvé ça assez fort. Et je lui ai dit « Bon, d'accord, c'est ma représentation, Madame Traoré ». Je dis bah, « C'est très bien ». Voilà. Encore une fois, vous voyez, c'était pour... comment vous voyez la laïcité ? Comment est-ce que c'est votre... Et ça venait d'une jeune fille qui est dyslexique, qui a rencontré un parcours scolaire assez chaotique et qui a réussi grâce au métier d'art, grâce justement à la réalisation et à l'obtention de son brevet de métier d'art, à se réaliser, à se concrétiser. Et là, maintenant, malgré le handicap, la dyslexie et tous les problèmes qu'elle rencontre et sa fragilité, elle veut faire Parcoursup pour faire un DNMAD. Alors moi, ça nous met du vent dans les voiles et on la pousse à pouvoir aller encore plus loin quand on sait que Parcoursup est aussi un temps assez costaud. Pensez-vous qu'à l'avenir, il y aurait d'autres établissements artistiques qui feront vivre la laïcité à travers des projets? Parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs établissements qui étaient avec le vôtre lors des 120 ans de la laïcité. Et donc j'aimerais savoir si c'était sporadique, eux-mêmes vous ont contacté, si c'était vous le moteur de ces échanges. Alors,
Je vais vous répondre là-dessus parce qu'on a un superbe projet qu'on a fait avec 3 établissements dans la ville de Paris. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas sporadique. Il y a beaucoup d'établissements qui font énormément de choses sur la laïcité. Malheureusement, ce n'est pas totalement mis en lumière ou connu, mais il y a des actions, j'en suis convaincue, et à travers notre pays, au quotidien et à chaque fois que cela est possible, selon les territoires et les difficultés que vous connaissez et que porte et supporte l'école. Porte et supporte l'école, parce que c'est pas évident du tout en ce moment, mais il y a d'énormément de projets menés. Pour les 120 ans cette année, par exemple, ou comme depuis l'installation de l'équipe Valeurs de la République dans l'Académie, vous avez le gros travail fait par Véronique Grandpierre, l'inspectrice Véronique Grandpierre, qui est d'associer des établissements de maternelle, des primaires, de collèges, de lycées et de CPGE, des prépas. C'est extrêmement rare d'arriver à faire le pourtour comme ça de tout les établissements scolaires au sein d'une académie comme Paris, et donc elle mène un travail colossal, un travail fantastique, un travail vraiment formidable qui mérite encore une fois d'être dit et redit, puisque elle fait des réunions, elle lance la thématique, comme je vous l'ai dit, elle propose aux établissements de s'en emparer, certains s'en emparent, d'autres sont submergés par autre chose et donc passent leur tour cette année et prendront leur tour de bâton l'année prochaine. Et donc là, au sein de l'Académie de Paris, pour le travail sur la laïcité, en tout cas le combat que nous menons, parce qu'il ne faut pas non plus avoir peur d'employer ce terme-là, c'est un combat au quotidien. C'est un combat avec nos valeurs portées en bandoulière, chaque côté du gun. Hein. Voilà, j'en suis là à l'avoir. Et aussi nos stylos dans les poches et on avance. C'est le lycée général Fénelon, qui est dans le 6e arrondissement, un arrondissement où il n'y a pas beaucoup de lycées professionnels. Le lycée Chennevières-Malezieux dans le 12e et le lycée Luc Adnéou dans le 5e, qui se sont les chefs d'établissement mis ensemble pour réfléchir à mettre en place un arbre de la laïcité conçu par des élèves de brevet métier d'art, réalisé au sein de nos ateliers, mis en beauté sur un socle créé par des élèves de bac professionnel métallerie, donc ça veut dire une tige en fer forgé posée, et nous on est venu asseoir le panneau de laïcité. Cela montré par une réalisation des professeurs d'art appliqué, d'histoire de l'art, d'aller chercher les racines de la laïcité dans les racines de la République, de se dire que 3 écoles qui n'ont strictement rien à voir ensemble peuvent travailler, les élèves peuvent travailler ensemble sur leur vision de ce qu'est la laïcité, en créant un arbre de la laïcité, symbole de ce qui grandit. Parce qu'un arbre, ça pousse. Un arbre, ça ne s'éteint jamais. Un arbre, ça donne des racines, ça donne des feuilles, ça renaît et ça passe chaque année. Et cet imaginaire-là a été magnifié, symbolisé, et il se trouve que dans chacun des 3 établissements que je viens de citer, il y a un arbre de la laïcité qui a été conçu, réalisé, mis en beauté par des élèves, groupe d'élèves, donc travail individuel, travail collectif mis ensemble, et chacun a travaillé sur les 3, et chaque lycée a son arbre de la laïcité posé avec en signature en bas la promo et le nom des 3 lycées. Ce qui veut dire que des siècles et des siècles, puisque la durée de vie d'un panneau en vitrail, c'est 100 ans. Donc ça veut dire que même si les chefs d'établissement tournent, même si on est très centenaire chez les proviseurs, on est très costaud, il y aurait toujours cet arbre de la laïcité dans chacun des 3 arrondissements de la capitale et dans chacun de ces 3 lycées. Et c'est un projet que nous allons continuer encore et encore, comme faire aussi des projets laïcité pour Général de Gaulle lorsque c'était son centenaire, qu'il fallait aller réaliser un panneau qui nous avait été demandé et que les élèves se sont tout de suite emparés parce qu'il s'agissait du général et que ça nous parlait de réaliser un panneau là-dessus. Donc le prétexte, on le met partout, c'est ce que je viens de vous dire. Tout le métier d'art est sujet à réalisation
et à parler laïcité. Parlons laïcité. Permettez-moi de vous reposer une question. Là, je m'adresse à la proviseure cette fois-ci. Donc, on parle souvent de signes ostentatoires et actuellement, le contexte, c'est le voile. Mais est-ce que vous avez été confronté aussi à d'autres signes ostentatoires, notamment avec d'autres élèves sur d'autres religions ? Ça peut être, comme vous avez parlé tout à l'heure, hindouisme, ou ça peut être aussi catholicisme, des croix, ou même, pourquoi pas bouddhisme, etc. Bien sûr. Judaïsme, etc. C'est juste, est-ce que vous avez des témoignages là-dessus ? Alors très peu, j'en ai très très peu, puisque personnellement je n'en ai pas vécu, mais ça ne veut pas dire que ça n'en existe pas. J'ai eu une élève avec le turban sikh, donc que je connais moins, mais je sais que c'est religieux, qui souhaitait effectivement ne pas l'enlever et qui mettait, on mettait un bonnet dessus, une casquette pour pouvoir passer inaperçu, et finalement a pu être observé, discuté pour lui expliquer qu'il ne pouvait pas porter ça, même s'il mettait un bonnet en dessous, une casquette en dessous, puisque pareil, c'était manifestation de sa religion qui l'amenait au sein de l'école. Mais il se trouve effectivement, de manière beaucoup plus générale, qu'on a des problématiques ou des questions ou des discussions, échanges avec souvent le voile, le port du voile, très peu avec la kippa, très peu avec d'autres costumes religieux que nous pouvons avoir parmi nos élèves dans les écoles. Donc effectivement, de par mon expérience professionnelle, c'est beaucoup plus je dirais des robes longues, des voiles ou les gants lorsque, par exemple, et là je vais aller sur un autre exemple très concret, lors des examens, les élèves, le 15 mars, la loi du 15 mars 2004 autorise les élèves d'écoles confessionnelles à venir dans les centres d'examen des lycées publics dans leur tenue religieuse. Ils doivent juste se soumettre à l'équité du candidat, de tous les candidats face aux examens. Ça veut dire qu'ils ont le droit de composer voilés, ils ont le droit de composer avec leur kippa, ils ont le droit de composer avec tous leurs signes religieux s'ils sont d'une telle ou telle religion. Le chef de centre que je suis se doit, en tant que proviseur, chef d'examen, de veiller qu'il n'y a pas d'anti-sèche, qu'il n'y a pas d'oreillettes, qu'il n'y a pas de tricherie. Et lors d'une situation d'examen en 2017, il faisait extrêmement chaud, on était sur plus de 40 degrés, et j'ai vu arriver dans le centre qui était le mien, qui ne devient plus le lycée, qui devient un centre d'examen, un groupe d'élèves d'une école confessionnelle musulmane, hors contrat, pour passer les épreuves. Et il a juste fallu, on ne sait pas, on a juste le nom de l'élève, le nombre de candidats, mais on ne s'attendait pas à ce qu'ils arrivent, parce que ce n'est pas écrit sur le nom que c'est confessionnel de telle et telle juive ou musulmane ou catholique ou bouddhiste, etc. C'est pas écrit. Donc on reçoit, et lorsque on ouvre les portes toujours 1 heure avant, voire 3/4 d'heure minimum avant de faire les installations, le démarrage du bon déroulé des examens dont nous sommes responsables et garants. Encore une fois, la sécurité, le temps qu'on prend pour pouvoir vraiment permettre à un candidat de finir son année dans des conditions sereines, c'est extrêmement important pour un chef de centre. Surtout à l'époque, j'avais un très gros centre, c'est-à-dire qu'on accueillait entre 1000 et 2000 candidats sur une session qui va du mois de mai à juillet, c'est énorme. Donc il faut veiller entre les différents examens, les différents diplômes, à ne pas faire d'erreur. Et lorsqu'on les a vus arriver, ces jeunes filles et garçons, on s'est rendu compte qu'effectivement, c'était des jeunes filles majoritairement voilées, gantées, malgré la chaleur de 40 degrés. Il a juste fallu un temps d'échange pour s'assurer qu'elles n'avaient pas d'oreillettes et qu'il n'y avait rien pour qu'elles puissent aller composer. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est que le centre a un affichage de ce qu'est la loi du 15 mars 2004 partout, de la gardienne de loge au proviseur, pour expliquer en quoi les candidats extérieurs peuvent composer librement
dans leur tenue religieuse sans être empêchés, ce qui n'est pas le cas. Lorsque vous avez un élève de l'école publique qui est là, il ne peut pas venir composer avec sa tenue. Donc, mais cette loi de mars 2004, elle permet cela. Et pour éviter que les surveillants de salle ou les personnels qui sont en surveillance ou d'autres puissent être étonnés, choqués ou surpris de voir arriver, donc il y a un affichage pour dire que c'est autorisé. Dans la pochette des surveillants de salle, il y a le texte, le cadre encore juridique, réglementaire, qui est posé dans leur dossier quand ils le prennent. Donc, ils savent qu'ils ne vont pas demander à l'élève « enlève ton voile, tu n'as pas le droit de composer en voile puisque c'est interdit en France ». Malgré toutes ces précautions prises et mises bout à bout, nous avons été surpris de voir que une des deux jeunes filles, en sortant de son épreuve, a souhaité faire à l'époque ce qu'on appelait un bad buzz pour dire qu'elle avait été fouillée, carrément fouillée au corps avant de passer son épreuve. Alors, il se trouve que je suis extrêmement prudente. Ce que je dis souvent, c'est ceinture et bretelles, airbag gauche, airbag droit, pour ne pas avoir justement de suspicion de la sorte. Donc, lorsque elle a alerté les médias et que certains médias ont commencé tout de suite à téléphoner, il y a eu une petite vent de panique. Et moi, j'ai souhaité quand même parler à la jeune fille qui avait fait ça et à ses parents en leur disant « mais je vous invite à venir me voir ». Qu'elle vienne me voir et qu'elle explique qui, dans le centre que je dirige, a pu faire ce qu'elle dénonce. Et si ça a été fait, à quel moment ça a été fait et par qui ? Eh bien, une fois que j'ai posé ça, ils ne sont plus venus. C'est étonnant. Alors, c'est une chance que j'ai eue parce que je sais très bien que je n'avais absolument rien fait de ce qui était dénoncé, qui était un sujet de bad buzz permettant à cet établissement de se faire peut-être un acte politique. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris, puisque cette école, quelque temps après, a fermé, en tout cas, n'était plus en activité. Et c'était assez étonnant. C'était une période assez douloureuse, puisqu'on était confronté à un mensonge, à une manipulation, une attaque en règle politique et une utilisation, je dirais, politique de la religion musulmane au profit d'une certaine personne qui pensait pouvoir effectivement alerter les médias pour dire qu'ils avaient été traités différemment de ce que la loi autorise. Or, je suis très respectueuse en tant que chef d'établissement de ce que la loi dit et de ce que le cadre permet. Je me dois d'être garante de l'équité de traitement de chaque candidat. On va aller regarder du côté de Jean-Cri qui, oh là là, s'affaire, dessine, griffonne, peint. On va voir un petit peu ses œuvres. Parlons laïcité. Une émission proposée et préparée par RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. Oui, alors effectivement, vaste sujet, tout ça, et puis l'éducation, plus de l'artistique, tout ça autour de la laïcité, effectivement, on court au challenge là. Alors, un dessin sur la création, puisque l'art, c'est de la création, et il y en a même qui se prennent pour Dieu, puisque c'est de la création. Donc là, c'est quelqu'un qui... Donc la question, c'est art, la création jusqu'où ? Point d'interrogation, puisqu'on parle de création. Et là, il y a un monsieur qui est en train de faire une statue, avec tout le matériel qu'il faut. Et puis, il y en a un autre derrière, avec un cimeterre, un barbu, comme on les aime bien, qui dit « Tu te prends pour Dieu ? Faut qu'on parle. » C'est génial. Alors, pour ceux qui connaissent l'origine du monde de Courbet, n'est-ce pas ? Alors, ce qui est bien, c'est que justement, parce que bon, je l'ai vu, ce dessin de Courbet, hein, comme vous le savez, c'est un vagin en zoom, en énorme. Et je me suis dit, comment c'est ? Parce que je me souviens. Donc, je me suis mis sur Google pour dire, tiens, juste pour le dessiner. Il n'y est pas. Il est complètement flouté. Pour arriver à le regarder, il faut aller sur des moteurs de recherche qui filtrent pas trop, quoi, qui sont à peu près droits, quoi. Voilà. Donc l'idée, c'est religion, l'origine du monde de Courbet, incompatible. Et là, on a donc le tableau, et puis un rabbin, un curé, et puis un imam qui dit vous avez du feu ?
C'est magnifique. Et puis là, là, c'est toujours pareil. Alors, bon, c'est vrai que c'est un peu facile toujours de taper sur les islamistes, mais ce qui se passe aux États-Unis vaut largement ce niveau d'intolérance. Hein. Vous suivez tous l'actualité. Et alors, donc là, c'est art, représenter Dieu. Et puis, il y a quelqu'un qui a une casquette type MAGA, qui pourrait même être Donald Trump, qui dit, avec une grande statue d'un Mickey, qui tient des billets, un Picsou, sur une grande statue de Picsou, et puis qui dit « Ok, mais c'est le seul ». Alors, peut-être petite réaction, Maï, par rapport à ces dessins ? Alors, je suis fan. Je suis fan. Je trouve ça absolument fantastique. Et puis, quel talent. C'est tellement bien dessiné, l'origine du monde. C'est très drôle. C'est une triste réalité, malheureusement. Donc, continuons à éveiller les esprits, le droit à la caricature. Continuons. Bon, d'ailleurs, je pense que lorsqu'on s'est parlé, Jérémy, j'avais demandé est-ce qu'il sera là, le dessinateur, parce que j'ai envie d'être caricaturée. J'ai adoré être caricaturée. Donc, voilà, je suis gâtée. Par l'art, nous sommes jamais insensibles. On a toujours une émotion, quelle qu'elle soit. Et je pense que c'est la preuve que nous sommes vivants. Et en l'occurrence, puisqu'on parlait des femmes, que nous sommes vivantes, puisque je rappelle que dans les écoles, dans les lycées métiers d'art, c'est majoritairement des filles, des jeunes filles qui dominent, parce que, encore une fois, ce sont elles qui sont en première ligne des combats. Moi, je suis... voilà, c'est une... Quoi dire que je suis fière d'être une femme, oui, mais bon, c'est banal. Je suis très fière d'être une femme, d'être une femme noire, d'être une femme dans mon époque, et de l'opportunité qui m'est vraiment faite de pouvoir avoir accès à des échanges, à des débats, à des rencontres. Je pense que j'aurais eu une autre vie différente si je n'avais pas pris le chemin de l'école, et je suis contente de l'avoir pris. Donc merci à la caricature, merci à ce qu'un dessin, à lui tout seul, résumait une actualité souvent douloureuse, comme ce qui se passe effectivement chez nos voisins lointains d'outre-Manche, ou ce qui nous attend, nous, ici aussi. Et je pense qu'il faut qu'on continue par la caricature, par le dessin, par l'ironie, par le verbe, tout simplement, je dirais. Voltaire, Rousseau, Zola, tout ça, ça me porte. Le siècle des Lumières, et puis toute cette culture riche à la française. Les musées, je me souviens qu'on avait fait un débat avec le regretté ancien président du musée d'Orsay de l'Orangerie, Sylvain Amic, qui nous a quittés trop tôt, sur ce qu'étaient les métiers d'art, et puis l'engagement dans les métiers d'art, et comment est-ce que la jeunesse pouvait s'emparer des musées. Et un des jeunes nous demandait qu'est-ce que les musées devraient mettre en place. Je dis, mais c'est pas au musée de mettre en place, c'est à vous. C'est quand même étonnant que ça soit une question de savoir qu'est-ce que les musées peuvent faire pour que eux ils y aillent. En fait, emparez-vous des musées. Donc nous avons un lycée qui s'empare des musées. Nous serons au Louvre l'année prochaine. Nous étions à Orsay pour parler d'Orsay. Nous étions au MAD, au musée d'art moderne de Paris, pour faire une rentrée scolaire, par exemple. La rentrée scolaire, au lieu de la faire dans une salle de classe banale, dans un lycée, et faire son train-train, délocalisons les choses. Quand je vais à Amiens et qu'on va dans le musée, moi je suis absolument fascinée par le musée d'Amiens dans le cadre du Festival des identités qui réunissent toute la jeunesse des quartiers nord d'Amiens et qui parlent une seule et unique langue, les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité. Alors, en parlant de caricature, je profite aussi pour faire notre promo aussi interne, puisque Jean-Cry, notre caricaturiste, a sorti un livre de toutes les caricatures qu'on avait faites lors des émissions de radio. Ce livre s'appelle « Faut-il croire dans la laïcité ?»
Vous pouvez l'acheter au modique somme de 17 €, donc n'hésitez pas, comme ça en plus. J'achète le mien. T'achèteras le bien, je te tiens avec grand plaisir. Et puis voilà, pour le dire à tout le monde, donc n'hésitez pas à nous contacter aussi, pour ceux qui nous écoutent à la radio aussi, si vous voulez vous procurer ce livre. Voilà, on va revenir aux questions. Il y a peut-être encore d'autres questions. Merci pour votre intervention, Maï. Moi, c'était simplement, les élèves sont de quelle origine? Enfin, vous avez cité, vous disiez qu'ils viennent de l'étranger. De quel milieu? Est-ce que c'est un milieu aisé? J'ai l'impression qu'il faut être d'un milieu aisé pour être élève. Et quels sont les débouchés avec leur art après? Quel avenir ils ont de devenir de grands artistes peut-être voilà. Alors, 3 questions en une. Merci beaucoup pour cette question. Origine, j'ai l'habitude de dire que mes élèves viennent du monde entier. Le lycée Lucas de Néou, École du Verre de Paris, est un lycée à recrutement national et international. C'est-à-dire que comme c'est la seule formation, c'est le seul établissement à Paris qui répond à des formations gratuites, puisque c'est un lycée public. Et moi, je suis fonctionnaire d'État et très fière et de diriger un établissement public. Donc, ils ne payent pas de frais de scolarité, de scolarisation. Donc, les élèves viennent d'un peu partout sur le territoire. On a pas mal d'élèves de Chartres, de la ville de Chartres. On pourrait s'en douter pour le vitrail, mais on a énormément d'élèves qui viennent d'un peu partout aussi, de Normandie, du 77, du 78, du 91, voilà, de Paris, très peu d'ailleurs, puisque ceux de Paris, les coûts pour se loger sont extrêmement exorbitants, et donc on a très peu d'élèves. L'âge moyen va de 15 à 55 ans, puisque nous avons l'élève sortant de sa classe de 3e qui va rentrer par le parcours AFELNET pour rester en classe de seconde, tout de suite après le brevet, et il peut rester de CAP jusqu'à DNMAT, donc il peut passer 7 années au sein du lycée. Cette année, l'âge où je suis arrivée en France. Donc, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et ce jeune, s'il décide de rester, il va obtenir un diplôme de niveau 3, le CAP. Il va pouvoir progresser avec un brevet de métier d'art, qui est un diplôme de niveau 4 où il va pouvoir être un chef d'atelier, pouvoir prendre des commandes et pouvoir vraiment diriger une équipe. Et il va pouvoir associer à cela toute la dimension design, art, sur le matériau vert, avec l'aspect conceptuel et obtenir un DNMAD qui lui sera octroyé, qui donne le grade de licence. Donc, vous voyez que l'élève, depuis la classe de 3e, va pouvoir se projeter jusqu'à un bac plus 3. Et donc, il sort là avec un bagage complet qui va lui permettre de pouvoir travailler avec des designers, avec des entreprises comme Ikea ou comme d'autres grandes boîtes pour faire les designs des choses autour du matériau vert. Mais il pourra aussi récupérer, s'il le souhaite, un atelier vieillissant, puisque la France, je le disais, est en surface carrée, mètre carré, très rempli de verre, pour le reprendre à son compte et donc se mettre en auto-entrepreneur. Il y a des fragilités, il y a des difficultés financières, il y a de la peur aussi, il y a l'URSSAF qui est là, mais tout ça fait que certains ont cet engagement, cette envie de pouvoir se mettre à leur compte, mais majoritairement, ils reviennent dans les ateliers et travaillent dans les ateliers de décoration sur verre ou de vitrail, des grandes entreprises, des grandes boîtes qui sont très connues, comme les ateliers Simon Marc, qui se trouvent à Reims, où il y a cette belle cathédrale de Reims qui est magnifique, avec Sœur Sourire, n'est-ce pas, que vous connaissez tous. Et cet atelier Simon Marc sont installés dans une ancienne crypte qui a failli être racheté il y a quelques années par des financiers étrangers, mais qui a pu rester dans le giron du patrimoine français grâce à la famille Tétinger. Maintenant, à l'heure actuelle, près de 6 à 7 élèves du lycée y travaillent dans différents ateliers. Et d'ailleurs, ils se sont associés à une grande vitrailliste pour pouvoir poursuivre le chantier de Notre-Dame dans les travaux qui vont être menés avec des nouveaux vitraux qui vont remplacer les anciens. Vous avez tous vu l'exposition qu'il y a actuellement au Grand Palais
d'ailleurs, où les panneaux de vitraux sont exposés en taille réelle. Et donc, c'est assez impressionnant. Et donc, ces entreprises-là créent de l'emploi. Et donc, mes élèves, forcément, sont embauchés. Et donc, il n'y a pas, pour les bons élèves, il faut dire ce qui est, pour les très très bons élèves, il y a carrément du démarchage, même avant qu'ils aient fini leur diplôme pour pouvoir travailler. Et ceux qui ont cette envie de prendre une expérience, risquer un peu de s'installer à leur compte pour être leur propre patron aussi, parce qu'on éveille l'esprit aussi de nos élèves à ça. C'est aussi ça que permet la laïcité, c'est-à-dire la liberté à la fois de conscience, mais la liberté d'être soi. Je l'ai dit tout au long de cet échange. Et le niveau socio-économique, il est hétérogène. Hétérogène pour les enseignants qui mettent dans les appréciations des bulletins. C'est voilà, il y a de tout, puisqu'on peut avoir ce qu'on appelle l'indice de position sociale assez élevé pour certains étudiants, mais très, 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 très faible pour d'autres. Notamment, c'est des élèves qui viennent sans famille et certains ayant traversé des guerres en Syrie, en Afghanistan ou en Ukraine pour venir s'installer en ayant tout perdu, tout déplacé, ou des élèves de classe monde qui traversent les mers dans lesquelles certains n'hésitent pas à passeurs à les faire payer à s'endetter et meurent souvent en traversée. Donc on a aussi malheureusement cette cohorte-là d'élèves. Donc c'est un lycée qui correspond totalement à la France de nos jours. Voilà, c'est la France, c'est-à-dire c'est très hétérogène, c'est nous, quoi, c'est le monde. Et ce monde-là, il est pluriel. Et moi, je suis immensément fière et honorée d'accompagner ces élèves, d'accompagner mes équipes. J'en suis absolument fière tous les jours. Je mesure la chance que j'ai de pouvoir travailler avec des professeurs engagés, créateurs, créatifs, accompagnants, bienveillants, mais bienveillants dans une rigueur et pas dans une bienveillance mièvre, où on va vraiment leur demander beaucoup de travail, beaucoup de rigueur, beaucoup d'abnégation pour pouvoir devenir soi. C'est tout un combat, c'est toute une vie. Sur le flyer, je vois proviseur et écrivaine. Alors là, moi, ma curiosité est piquée. Qu'avez-vous écrit ? J'ai eu la chance d'avoir été approchée par une grande maison d'édition qui s'appelle les éditions Robert Laffont. Lorsque je deviens proviseur, première femme proviseure noire dans l'Académie de Paris, proviseur d'origine africaine et de couleur noire dans l'Académie de Paris, a occupé un poste dans le 5e arrondissement. Et on est en 2020 et c'est une triste réalité, mais c'est là malheureusement et j'espère que ça ne va pas durer parce que j'aime pas être seule dans mon couloir en général. Et lorsqu'il m'approche, il me demande si je souhaite raconter mon parcours de 7 ans, de mon arrivée, au combat que j'ai pu mener pour arriver à me construire et à être ce que vous demandiez tout à l'heure, sortir de mon dossard numéro 6 d'une fratrie de 9 enfants où il y a majoritairement que des garçons. De ma condition de femme noire aussi, de l'attendu qui était fait pour moi, de l'histoire du fil rouge à la patte qui était destiné pour moi, et de l'ethnie Peul qui est la mienne, de toute cette histoire chargée d'Amadou Hampâté-Bâ, de littérature de Maryse Condé, de littérature de Émile Zola que j'adore. Je suis une fan absolue de Zola, j'ai les Pléiades, je suis très attachée au combat de Zola. Et tout ça, mis bout à bout, plus les 2 échecs que j'ai eus avant de devenir proviseur, en sachant que l'échec a été constructif pour moi. Donc, ils ont souhaité que je le raconte dans un livre. Alors, lorsque on sait qu'on est en France, lorsque on sait que tout le monde est un écrivain ou écrivaine potentiel, lorsque nous savons que l'objet livre tient une place importante dans notre société française et que vous n'avez pas fait de démarche d'aller voir une maison d'édition et que c'est elle qui vient vers vous, ma première réflexion à moi, ça a été stop, pousse, pourquoi ? Où est le piège ?
Y a-t-il un astérix quelque part? Que voulez-vous? Pour quelle raison? Et donc, une fois ce doute éclipsé, suite à un entretien, un café avec le directeur des éditions, un homme absolument délicieux, d'une finesse, d'une intelligence absolue, qui s'appelle Thierry Billard. Je vous invite à googliser cet homme. Il est adorable, il est fin, il est subtil, il est intelligent comme pas possible. Il a vu en moi tout de suite cette capacité de briser la glace et d'avancer. Il m'a rassurée. Donc, j'ai fait un premier livre que j'ai sobrement intitulé « Je suis noire, je ne me plains pas ». Parce que ce n'est pas ma manière de me plaindre et je ne me complains jamais. J'aurais pu être une femme. Et associer ces 3 thématiques, j'ai voulu dénoncer à la fois le racisme ordinaire que nous subissons, que subissent beaucoup de femmes et d'hommes noirs et maghrébins ou chinois ou d'autres différents. Le racisme aussi sur les identités. Le racisme sur le handicap, etc., etc. J'ai voulu dénoncer cela dans un premier temps. Dans un deuxième temps, que nous devons aussi sortir du complot ou du sanglot de je suis issue d'un peuple qui a beaucoup souffert, etc., mais que je suis née ici, je suis une icicienne. Ça, c'était pour mes élèves, parce que moi, je ne suis pas née ici, je n'ai pas eu cette chance. Et que, comme Jamel, le comédien, dit, vous êtes des iciciens, eh bien, prenez votre place dans cette société qui est la vôtre, construisez-la à l'image que vous voulez et ne vous laissez plus gouverner par des dogmes. Mais c'est à vous de refaire la société de nouvelle génération, 3.0, 4.0, je ne sais plus. ChatGPT va bientôt nous remplacer. Sauf que je vous donne un scoop, il ne saura jamais faire un vitrail. Hein. Je vous le dis tout de suite. À mon avis, le vitrail, les métiers du verre ont encore beaucoup d'années à faire. Et puis, le troisième point, c'est le patriarcat. J'ai voulu dénoncer le patriarcat. Le sexisme, le patriarcat, la misogynie. Alors ça, c'est très équitable. Hein. Dans les 2 pays, au Mali, en France, c'est égalité, balle au centre. Sur les 2 continents, Europe, Afrique, c'est égalité, balle au centre. Même si l'Europe a fait, grâce au combat de Simone, grâce au combat de nos femmes pionnières, grâce au combat de toutes ces femmes militantes qui font qu'aujourd'hui, moi, femme, je me trouve ici assise à un micro pour pouvoir parler. Et que si elles n'avaient pas été là, Gisèle Halimi, Simone Veil, Simone de Beauvoir et j'en passe, actuellement Christiane Taubira et toutes ces femmes fortes et puissantes, Caroline Fourest qui mène un combat fabuleux et Léa Salamé, quelle autre femme, Laura Adler. Nous avons eu la chance de recevoir Laura Adler lors d'une de nos journées du 8 mars. Aya Sissoko, grande femme boxeuse, championne du monde de boxe, qui est également intervenue pour expliquer aux femmes tout son combat. Voilà. Donc tout ça, mis bout à bout, fait que je peux me tenir là et que j'ai fait un premier ouvrage qui a rencontré son public. Et du coup, je suis engagée sur un deuxième livre, donc les 2 ouvrages, toujours chez Robert Laffont. Et le deuxième s'intitule très sobrement « Moi, proviseur ». Le journal impertinent d'une chef d'établissement combative. Voilà. Et puis là, j'écris le 3e où j'essaie de prendre un petit peu sur l'image sans être aussi talentueuse que lui, de Indignez-vous de Stéphane Hessel. Et je voudrais faire un livre qui s'appelle Autorisez-vous. Parce que souvent, j'observe que nous, les femmes, on se met plus de barrières parce que la société nous dicte de manière indirecte, directe, ou juste par des attitudes, comment nous devons nous comporter, ce que nous devons faire. La première barrière, les premiers obstacles, c'est d'abord nous, les femmes, qui nous les mettons, parce que nous avons été conditionnés par nos arrière-grand-mères, nos grands-mères, nos mères, pour pouvoir justement rester dans une forme de carcan dans lequel on voudrait nous tenir. Il n'y a qu'à voir sur l'histoire des règles. Si les hommes avaient leurs règles, il y a bien longtemps qu'ils auraient trouvé des solutions beaucoup plus... Bon,
Next. Eh bien, merci beaucoup Maï. Je pense qu'elle mérite quelques applaudissements. Merci. Et merci Maï Traoré, mais merci aussi à Raphaël qui a pu l'interviewer, à notre Jean Cry pour tout son travail artistique habituel, à Sébastien aux manettes habituellement. Merci à notre public aussi chaleureux. Oui, alors merci à moi, c'est gentil aussi. Voilà, et puis je vous annonce quand même la prochaine émission, puisque nous ferons une émission sur laïcité et université le mois prochain, ça sera le 5 mars, justement avec la nouvelle maison de quartier qui sera enfin ouverte, Jacques Prévert. Donc ça sera là-bas qu'on fera cette émission. Et on aura Samuel Payol qui va venir nous parler de ce sujet, laïcité et université. Puisque Samuel Payol est un ancien directeur d'IUT, il va nous parler de ce sujet. Donc rendez-vous le 5 mars prochain. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous et à très bientôt. Cette émission est maintenant terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.